C'est l'instant passion. Fnac. Salutations, aujourd'hui on va parler d'Undergeister chez Glénat. Michael est un exorciste d'Allemagne qui passe son temps à affronter des trolls, des gobelins, des ogres et autres sorcières ainsi que des démons aux quatre coins du monde. Sa petite faiblesse, c'est le cinéma d'action, notamment des années 80, et quand il est envoyé en mission au Japon, c'est l'occasion rêvée pour lui de mettre son pseudonyme préféré, Akira Kurosawa. Oui. Seulement, il est loin de se douter que cette mission va le bouleverser dans tout son être et changer le destin du monde. Undergeister est un manga fun et décomplexé avec un savant mélange d'héroïque fantasy, de fantastique, d'horreur et d'action bien burné avec des gros flingues à la John Wick. Le héros Akira Kurosawa est un immense fan de films d'action et ne perd jamais une occasion de faire un petit clin d'œil, une petite punchline qui fait référence à un film, et ça c'est plutôt sympathique. Le manga est à l'origine prépublié sur la plateforme nippone Sikomi, une plateforme de publication en ligne. Le fait que ça soit en ligne, du coup, ça permet au mangaka et à l'œuvre de s'émanciper des lignes éditoriales habituelles, ce qui lui donne une grande liberté pour s'amuser avec tout ce qui est violence et scènes de nudité. Une formule qui a l'air de faire ses preuves et de fonctionner vu que la série s'est déjà écoulée à plus de 600 000 tomes au Japon et que chaque nouveau tome est quasi instantanément sold out. Plutôt stylé. Alors si tu aimes les bastons bien badass, les gros flingues, les gros monstres et les clins d'œil à la pop culture, ce manga est fait pour toi. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et nous voici aujourd'hui dans la compilation de toutes les vidéos, reviews, analyses des arcs de Dragon Ball GT, y compris l'OAV 100 ans après, et nous terminerons enfin par le match du siècle entre Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Il s'agit d'une compilation version longue, je le fais déjà sur les One Pieceology et vous kiffez énormément ce format, donc j'ai décidé de le faire aussi avec l'intégrale des vidéos sur Dragon Ball GT. On a plus d'1 heure de contenu pour vos longs trajets, ou pour vous endormir le soir, peu importe. J'espère que vous allez kiffer. En attendant, je vous dis bonne vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Mes amis, en vérité, je vous le dis, il est temps de se remater Dragon Ball GT. J'ai repoussé ce moment bien trop longtemps. Il est temps de s'y attaquer sérieusement. Ouais. La dernière fois que j'ai vu cette série, je devais avoir 13 ou 14 ans et je ne l'ai jamais vue qu'en VF. Alors je pense que l'idée que je m'en étais fait à l'époque sera sans doute très différente de ce que je vais en penser aujourd'hui avec beaucoup plus de recul et en VO. On va voir si mes a priori négatifs comme positifs sur la série étaient justifiés ou non. Et on finira par répondre à la question qu'on se pose tous. Dragon Ball GT, c'était pas incroyable, mais est-ce que finalement c'était quand même pas un peu mieux que Dragon Ball Super? Mais avant ça, il va falloir se remater l'intégralité de Dragon Ball GT et c'est ce que je vous propose de faire dans cette nouvelle série, de m'accompagner pendant mon visionnage de Dragon Ball GT. Dans ce premier épisode, on commence par le premier arc, la saga des Dragon Ball Ultime, qui s'étend officiellement de l'épisode 1 à l'épisode 16. Cinq ans après leur combat au 28e Tenkaichi Budokai, Goku et Oob s'entraînent au combat au palais de Kami-sama. Dans le même temps, 3 robots pilotés par Pilaf, Shu et Mai s'infiltrent dans le palais. Pilaf souhaite dérober les Dragon Ball pour enfin faire le vœu de devenir le maître du monde. Cependant, il trouve les ultimes Dragon Ball. Elles ressemblent en tout point aux Dragon Ball habituels à l'exception de leurs étoiles qui sont noires et pas rouges. Celles-ci ont été conçues par Dieu avant qu'il ne se scinde en deux. Leur pouvoir est donc incroyablement plus puissant. Ok, alors là on s'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Les Dragon Ball Ultimes ont été créés par Dieu d'avant sa séparation avec Piccolo. Mais pourquoi elles existent encore du coup?
On est bien d'accord que durant la saga Cell, si Goku a été chercher Dende sur Namek, c'est justement parce que les Dragon Ball d'origine de la Terre ne fonctionneraient plus une fois que Dieu et Piccolo auraient fusionné. Là, le dieu en question est mort depuis un peu plus de 20 piges. Comment ça se fait qu'elles existent encore, ces boules? Ah, déjà, on commence pas très bien, hein. On part pas sur de bonnes bases, là. Oui. L'entraînement de Oob étant fini, il repart dans son village natal, laissant Goku au palais avec Dende et Mister Popo. Après un copieux repas, Goku s'apprête à partir pour rejoindre sa famille, mais il est interpellé par l'apparition du Kyukyo-Ku Shenron, le dragon invoqué grâce au Ultime Dragon Ball. Il tombera sur Pilaf et ses acolytes et repoussera leurs attaques facilement, évidemment. Pilaf maudira alors Son Goku en prétextant que si lui et Goku faisaient la même taille, Pilaf serait en mesure de le vaincre. Malheureusement, le méga Shenron estima que cela était le vœu de Pilaf, et il redonna à Goku son apparence d'enfant. Maître Kaio apprend ensuite à Son Goku qu'il doit impérativement retrouver les Dragon Ball pour retrouver son apparence normale, mais leur recherche est plus compliquée que les Dragon Ball ordinaires, car celles-ci se dispersent non pas sur Terre, mais dans l'univers tout entier. Kaio lui explique que la Terre est condamnée s'il ne retrouve pas les 7 Dragon Ball dans un délai de 1 an très précisément. Bulma sera mise au courant de ce funeste présage et construira un vaisseau spatial pour Goku, Trunks et Goten. Ces trois-là devaient initialement être les 3 voyageurs pour la recherche des Dragon Ball, mais au moment de décoller, Pan se faufilera dans le vaisseau et le fera démarrer. Son Goten, qui passe un coup de téléphone à l'extérieur, se fera exclure de l'équipage malgré lui. Et c'est ainsi que Goku, Trunks et Pan se retrouvent lancés dans cette aventure. Ils arriveront d'abord sur une planète sous le joug d'un tyran qui pense qu'à l'oseille et qui extorque le fric de son peuple. Ils visiteront une planète où vit un géant, qui va se niquer une dent en croquant dans une Dragon Ball, et Goku lui arrachera la dent avec un Kamehameha. Oui, c'est un vrai épisode. Ensuite, ils tomberont sur une planète avec des espèces d'indiens d'Amérique de l'espace, persécutés par un poisson-chat géant qui veut épouser une gonzesse du village. Et enfin, ils combattront le Seigneur Lude, qui change les gens en poupées et qui bosse en secret pour le Docteur Miyu, qui fabrique des robots mutants. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, première chose, j'apprécie beaucoup le fait que l'anime commence là où on avait laissé les personnages à la fin de Dragon Ball Z. Le début du premier épisode est cool, on voit Goku et Oob s'affronter après des années d'entraînement, on sent leur complicité et on voit les progrès de Oob. Franchement, ça commence très bien. Sauf que Oob dégage au bout de 3 minutes et on n'entend plus parler de lui. Genre, sérieusement? C'est tout? Vous avez rien trouvé de mieux à raconter avec ce personnage? Bon, après, je sais qu'ils reviendront un peu sur lui plus tard dans la série, mais là quand même, on peut pas expédier le truc aussi vite. Là, on passe plus de temps sur Pilaf. C'est quoi ce bordel? En fait, cette scène, je la comprends un peu comme ça. Genre, ok, on reprend à peu près où s'est arrêté DBZ. Voilà la conclusion de ce qui était amorcé à la fin de DBZ, hop, c'est fini. Maintenant, on va te proposer autre chose. La question est... Mais qu'est-ce qu'ils ont bien voulu nous proposer? Tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, un secret pour personne. Le délire de Dragon Ball GT était de revenir aux sources, aux origines de Dragon Ball, quand Goku était petit, c'est-à-dire de proposer de l'aventure, de l'exploration, de la quête des Dragon Ball, avec beaucoup d'humour, de bonne humeur et un peu d'action. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de faire rajeunir Goku dans le premier épisode d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un Goku petit tout le long, c'est pour recréer cette ambiance Dragon Ball. Le problème, c'est que selon moi, même si l'intention était très louable, pour moi, ils sont un peu passés à côté de ce qu'est réellement l'esprit Dragon Ball. Alors oui, ils nous ont mis de l'exploration, ils nous ont mis de l'aventure et recentré l'intrigue sur la quête des Dragon Ball. Et oui, il y a beaucoup d'humour et de bonne humeur, mais c'est beaucoup trop enfantin. Il faut savoir qu'au Japon, Dragon Ball GT a commencé sa diffusion que quelques semaines après la fin de DBGT, voire quelques jours, je sais plus exactement. DBZ qui était centré sur de la baston épique, et on passe direct à des intrigues du level de Oui Oui et Petit Ours Brun. Et même sans prendre en compte le contexte de l'époque. Si tu regardes Dragon Ball GT, c'est parce que tu veux voir la suite de Dragon Ball Z. Et le ton n'a strictement rien à voir. L'humour est beaucoup trop gentillé et niais. Je rappelle qu'à la base, le manga Dragon Ball, les premiers tomes au tout début, c'est avant tout parodique. Toriyama, il propose un humour de gamin attardé. Le gars dessine des meufs à poil et des cacas. C'est ça à la base l'humour de Dragon Ball. C'est pas de l'humour pour enfants de 4 ans qui regardent Pas de Patrouille. Là, c'est des gags dans Dragon Ball GT, les gags c'est « Oh, il tombe, il s'est fait mal, c'est rigolo ». Non, c'est pas bien ça. Donc déjà, en termes de ton, c'est un peu foiré. Mais même en termes d'aventure, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, les péripéties auxquelles font face les personnages n'ont aucun sens.
Pour la simple et bonne raison que Goku et Trunks sont beaucoup trop cheatés. Si les gars qui ont écrit cette série étaient cohérents, la plupart des aventures se termineraient en 30 secondes. Mais le problème, c'est que nous, on a vu des BZ, on le sait, donc les scénaristes devaient le savoir aussi. Donc ils ont rendu tous les persos ultra teubés, forcément volontairement. Ça sonne légèrement comme du foutage de gueule tout ça quand même. Et je t'avoue que ces 16 premiers épisodes ont été une véritable torture pour moi à cause de ça. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je mettais les épisodes en x2 parce que j'allais péter un câble. Je vais le péter, Shenron. Je vais te péter, Shenron. Oui. Quelques exemples. Il y a un épisode dans lequel ils se font voler leur vaisseau. Ils voient leur vaisseau se faire voler. Et les gars, ils essayent de le rattraper en courant. Mais pourquoi vous volez pas pour attraper le vaisseau, la putain de vous? Pan, elle avait 5 ans et demi, elle faisait le tour de la Terre 8 fois en à peine 1 heure. Qu'est-ce que tu me racontes? Goku était 10 fois moins puissant que maintenant, voire 100 fois moins puissant que maintenant. Il parcourait 1 million de kilomètres en 1 jour et demi. Mais ils sont pas capables de voler 500 mètres devant pour attraper des clochards de l'espace. Ça n'a aucun sens, bordel. Il y a un épisode où Trunks se fait passer pour une meuf et se fait enlever par Zunama, un espèce de gros poisson débile. Et à un moment, Goku et Pan perdent la trace de Trunks. Et Goku retrouve leur trace en reniflant le sol. Mais pourquoi est-ce qu'on tente pas de sentir son ki? Surtout que 3 épisodes plus tard, ils se servent du ki pour retrouver Pan. J'en ai marre. Je vais te faire du mal, Shenron. Ça va bien se passer. Et pourquoi, durant tout cet épisode, ils essayent des plans foireux pour se débarrasser de Zunama, alors qu'il suffit juste de lui péter la gueule? Parce que si votre but, en refaisant redevenir Goku gamin, c'est de donner une vibe Dragon Ball, je peux vous assurer que le Goku des débuts de Dragon Ball, il aurait pas tergiversé 3 heures. Hein. Il aurait simplement pété la gueule aux méchants. Hein. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'il fait quand il affronte Olong au début du manga, et j'imagine que c'est cette histoire qui vous a inspiré pour cet épisode, vu le nombre de similitudes. Et c'est des conneries comme ça, tout le long des 16 premiers épisodes, ça rend fou. Un coup, les personnages sont nerfés de ouf, sinon il n'y a pas de péripéties, et un coup, ils se souviennent qu'ils sont soudain méga balèzes quand l'histoire a besoin d'avancer. Voilà. Franchement, c'est un petit peu abusé, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, Goku, il doit se transformer genre 3 fois en Super Saiyan, et Trunks 1 fois, si je me souviens bien. Mais même, admettons, ok, il nerf aléatoirement les personnages, on prend même pas ça en compte, c'est pas grave. Admettons, même si on met ça de côté, il y a des éléments du scénario qui n'ont absolument aucun sens pour moi. Première question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait demi-tour pour amener Pan sur Terre et prendre Goten à la place? Parce que ta gueule. Pourquoi est-ce que la Terre va exploser si on réunit pas les Dragon Ball Ultime avant 1 an? Parce que ta gueule. Ensuite, j'ai un énorme problème avec l'intrigue du Seigneur Lude et du Docteur Miyu. Il est dit dans la série, sous réserve que j'ai bien compris, que le Docteur Miyu a engagé Lude et Dodga pour retrouver les Dragon Ball afin de contrôler la galaxie. Les Dragon Ball qui sont restés des siècles dans le château de Dieu sur Terre et qui se sont éparpillés dans l'univers il y a seulement quelques jours. Ça n'a absolument aucun putain de sens. Ça rase. Alors oui, je sais, j'ai bien compris que comme l'objectif c'est de recréer une vibe Dragon Ball, il fallait bien qu'à un moment donné, Goku, Trunks et Pan soient en compétition avec une organisation qui recherche elle aussi les Dragon Ball à des fins maléfiques. Comme on l'a vu avec le ruban rouge à l'époque d'ailleurs. Sauf qu'avec le ruban rouge, c'était crédible et ça faisait sens, parce que sur Terre, les Dragon Ball sont une légende. Explique-moi comment le Docteur Miyu est au courant de l'existence des ultimes Dragon Ball de la Terre. Parce que même, admettons qu'il soit au courant. S'il est au courant de l'existence de ces Dragon Ball là, ça veut dire qu'il est aussi au courant des autres Dragon Ball de la Terre. Ce serait beaucoup plus simple pour lui d'aller sur Terre et de récolter les 7 Dragon Ball pour exaucer son vœu à la con, parce qu'elles sont éparpillées sur une seule planète au lieu d'être dans tout l'univers. Et même s'il est au courant de l'existence des Dragon Ball Ultimate et des Dragon Ball de la Terre, c'est qu'il est forcément au courant de l'existence des Dragon Ball de la planète Namek. Alors il aurait juste à aller sur Namek. Ces connards de Namek, ils les planquent même pas, les Dragon Ball, et ils savent pas se battre, ces connards. Ça aurait pris 2 secondes. Ça n'a pas de sens, j'en ai marre. On peut prendre cette histoire dans tous les sens qu'on veut, c'est complètement débilement stupide. Et rien que d'y réfléchir, je me tape une migraine, putain. C'est une torture. Je veux dire, il y a des trucs qui ont encore moins de sens que dans les OAV.
Waouh! Ensuite, il faut qu'on parle des personnages, le trio de tête. Je parle pas du Jar Jar Binks de l'univers Dragon Ball parce que sinon je vais être mal poli. Le trio Goku, Trunks et Pan ne fonctionne pas. Il y a selon moi aucune alchimie entre les personnages. On a clairement l'impression que les personnages ont pas envie d'être là en fait. Et j'aimerais savoir à quel moment on s'est dit que Goku et Trunks, ils feront un bon duo. Les deux personnages ne se connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Trunks dans cette galère? Alors soit ils ont voulu le mettre pour remplacer Bulma, soit ils ont voulu le mettre parce que Trunks adulte est un des personnages favoris des fans. Sauf que les fans, c'est pas ce Trunks qu'ils aiment, c'est Mirai Trunks, et ce mec-là n'arrive clairement pas au 10e du quart de la cheville du flot de Mirai Trunks. Il est peureux, il est bête, il est faiblard. Casse-toi de là! Et je ne me souvenais pas du tout que le personnage de Pan était aussi insupportable. Ah, tout le long des 16 épisodes, j'avais qu'une envie, c'est de lui incruster la marque de ma grosse paluche en plein milieu de sa gueule. Ah, ça me ferait kiffer. Ah, ça serait bien. Bon, après, je crois comprendre ce qu'ils ont voulu tenter. Foutre Trunks, un jeune adulte qui a tendance à fuir ses responsabilités, entre un adulte qui agit comme un gosse et une gosse qui veut se prendre pour une adulte, ça aurait pu raconter des choses intéressantes. Sauf que pour le coup, pas vraiment. Alors attention, on n'est qu'au début de la série. Peut-être que cet aspect va être plus abordé par la suite. À ce stade, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est claqué au sol. Et attention, on ne comprend pas ce que je suis pas en train de te dire. Je suis pas en train de dire que le trio Goku, Trunks, Goten aurait été forcément plus intéressant. Parce que vu que de toute façon, ni Goku, ni Trunks, ni Goten n'avaient envie d'être là, si tu veux. Au moins, le fait de rajouter Pan, c'était au moins le seul personnage qui était enthousiaste au fait de partir à l'aventure. Enfin, elle était enthousiaste pendant 2 épisodes, après ça l'a saoulé aussi. Et c'est un autre point qui montre que vouloir retranscrire la vibe Dragon Ball est un échec, parce que dans Dragon Ball de base au tout début, Goku était enthousiaste au fait de partir à l'aventure, il voulait partir à l'aventure, il avait soif de découverte, il apportait sa bonne humeur. On avait envie de suivre Goku, parce que lui, il avait envie de découvrir le monde, d'apprendre des choses, il avait envie de s'émerveiller. Là, dans Dragon Ball GT, ok, de temps en temps, il y a des moments d'amusement avec Goku, Pan et Trunks, ils découvrent une nouvelle planète, mais globalement, on sait bien, on sent bien que ça les fait chier d'être là, et c'est un problème, parce que si les personnages, ça les fait chier d'être là, pourquoi est-ce que nous, on aurait envie d'être là avec eux, en fait? Même niveau baston, c'est pas incroyable, hein. Même si on a croisé 2-3 adversaires avec des designs plutôt stylés, la plupart des combats qu'on a eu durent pas très longtemps, mais assez longtemps pour que l'on se rende compte que Trunks et Goku lèvent clairement le pied, parce qu'on a très clairement croisé personne de dangereux en termes de puissance. Et c'est grave frustrant à regarder, parce qu'on a vu des BZ encore une fois, et on sait que normalement, les méchants qu'on voit dans cette série se font pulvériser en 2 secondes. En revanche, il y a un point qui est plutôt réussi, c'est les chara-design. Visuellement, on voyage vraiment, on voit des choses nouvelles et j'apprécie les petits clins d'œil SF. Genre ce mec-là, c'est clairement un Ferengi dans Star Trek. Ou alors c'est moi qui délire. Et j'aime beaucoup l'animation qui a cette vibe années 90 plutôt soignée que j'adore. Et bien évidemment, il y a la musique qui est vraiment magnifique. Surtout ce putain d'opening incroyable qui me file instantanément des frissons de nostalgie. Franchement, si ces 16 premiers épisodes auraient été au moins à moitié réussis que cet opening, la série serait une masterclass. Et là, c'était loin d'être le cas, donc pour le moment, malheureusement, le revisionnage de Dragon Ball GT ne commence pas bien du tout. Ils ne parviennent pas à retranscrire l'esprit de Dragon Ball des débuts, ni à émuler l'énergie et l'épique de Dragon Ball Z. Cela dit, je ne désespère pas que la saga du bébé mutant soit légèrement plus enthousiasmante que cette espèce de conte pour gamins légèrement attardé. Oui, mais pour le découvrir, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Dragon Ball, c'est la vie, que la passion vous guide. Oui. Après une première partie qui tente assez maladroitement d'émuler l'esprit du Dragon Ball des origines, il est temps de nous intéresser à la seconde partie de Dragon Ball GT, la saga du bébé mutant, plus communément appelé Baby. Ouais. Après avoir vaincu le général Rild, Goku, Pan et Trunks s'apprêtent à s'occuper du docteur Miyu et l'empêcher de réveiller son projet ultime de robot mutant Baby. Hélas, Baby s'éveille quand même, affronte notre héros et parvient à s'enfuir avec le docteur Miyu. Peu après, Baby bute le docteur Miyu et nous révèle qu'en fait c'est lui qui a créé Miyu pour qu'il fabrique des robots mutants chargés de lui trouver de l'énergie pour qu'il puisse naître complètement. Hein? Non mais cherche pas à comprendre.
Goku, Pan et Trunks quittent enfin la planète M2 pour repartir à la chasse au Dragon Ball. Ils tombent sur une planète à moitié détruite et trouvent un petit gamin survivant qu'ils ramènent dans leur vaisseau et conduisent à l'hôpital. Sauf que Baby a pris possession du gosse et se met à passer d'autre en autre en détruisant tout. Il parvient même à prendre possession de Trunks, mais ce dernier parvient à le repousser et contraint Baby à prendre de nouveau la fuite. Baby, qui convoite le pouvoir des Saiyans, se dirige ensuite vers la Terre, prend le contrôle d'humain random, puis de Goten, puis passe de Goten à Gohan, et enfin prend le contrôle de Vegeta pour devenir le méchant emblématique de Dragon Ball GT, Baby Vegeta. On découvre qu'il a la capacité de pondre des œufs dans le corps des gens qui deviennent alors ses serviteurs. C'est ainsi qu'il a pris le contrôle de toute la Z-Team et de l'humanité entière. Et on apprend aussi qu'il s'agit d'un Souffle qui veut se venger des Saiyans. On devrait pas dire la GT-Team du coup? Personne dit ça! Goku, Pan et Trunks trouvent la dernière Dragon Ball noire et rentrent sur Terre. Ils se rendent assez vite compte qu'il y a un truc qui cloche avec leur famille et leurs amis. Goku se retrouve alors à devoir affronter Baby Vegeta ainsi que ses fils et se prend une branlée. Il est sauvé in extremis par Kaioshin qui le laisse tomber accidentellement dans le Sugoroku, une dimension entre les dimensions dans lequel il rencontre deux Tanuki qui lui proposent de faire une partie de jeu de loi. Ah! Mais d'où ça sort ça? On va y revenir. Ensuite, Kaioshin vient les récupérer et le vieux Kaioshin dit que le seul moyen pour que Goku devienne plus fort que Baby Vegeta, c'est qu'il fasse repousser sa queue. Et pour la faire repousser, il tire dessus. Pendant ce temps, Baby Vegeta utilise les Dragon Ball Noir pour faire revivre sa planète natale, la planète Plante, juste à côté de la Terre, et commence à déménager son empire et une partie de la population là-bas. Goku arrive avec sa nouvelle queue et se prend une branlée, mais en regardant la Terre, il se transforme en Ozaru Super Saiyan et pète la tronche à Baby Vegeta, mais perd le contrôle de lui-même et détruit tout. Après un moment mélodramatique avec Pan qui ravive ses souvenirs, Goku reprend conscience et se change en Super Saiyan 4. Sauf que cette fois, c'est Baby Vegeta qui devient un Ozaru Super Saiyan. Les deux se livrent un combat épique duquel Goku sortira vainqueur grâce au concours de Trunks ou B de ses deux fils. Et je parlerai de l'épilogue plus tard. Mais en gros, voilà ce qu'il se passe dans cet arc. Comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, les premiers épisodes de Dragon Ball GT affichaient une très nette volonté de chercher à renouer avec l'esprit enfantin, gaguesque, aventure, exploration du tout début de Dragon Ball. Et nous avons vu que ce n'était pas une très grande réussite. Cette seconde partie, en revanche, affiche très nettement une volonté de s'orienter vers quelque chose de plus esprit Dragon Ball Z, c'est-à-dire avec des transformations, de la bagarre épique et surtout des méchants charismatiques. Baby, selon moi, est un méchant qui peut nettement s'asseoir à la table de Frieza, Cell et Boo. C'est d'ailleurs à bien y regarder un parfait mélange des trois. Ses origines rappellent celles de Cell. Il a été créé en laboratoire dans le but de venger le peuple de Souffle exterminé par les Saiyans. Cell a été créé par le Dr Gero pour venger l'armée du ruban rouge exterminée par Goku. Bon, il est vrai que de par ses origines Souffle, on peut aussi y voir une réminiscence du méchant Hachiyak, créé par le Dr Eggy pour les mêmes raisons dans les deux jeux vidéo qui seront plus tard, l'OAV, le plan d'éradication des Super Saiyans. Mais vu que c'était déjà largement inspiré du Dr Gero et de Cell, disons que la boucle est bouclée. On retrouve aussi du Boo dans Baby de par ses capacités, son apparence et sa tendance à être mi-liquide, mi-chewing-gum. Boo absorbe ses adversaires pour gagner en force alors que Baby les parasite. Le procédé est différent mais l'idée reste la même. Et enfin, on y retrouve aussi du Frieza dans son aversion pour les Saiyans et sa volonté, son ambition de conquérir l'univers. Et en plus, Baby Vegeta a un caractère design qui claque sa mère. Ça fait typique de DBZ mais en même temps c'est nouveau. J'adore son swag. C'est aussi un personnage qui a des motivations intéressantes. Il ne veut pas seulement se venger mais veut recréer son peuple. Et plusieurs fois dans l'animé, on nous laisse comprendre que bien que le gars soit un méchant, ce n'est pas totalement un salopard. Il a eu 10 000 occasions de buter les gens mais il ne le fait pas. Une fois sous son contrôle, il a l'air de bien traiter les gens et de leur témoigner un peu d'affection, que les gens lui rendent d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir sa relation avec la Bulma Tsufull pour comprendre. Le gars, ce qu'il veut avant tout, c'est une famille. Ouais. Du coup, c'est plutôt intéressant de le voir confronté à Goku, qui dans la première partie de la série a été décrit comme étant quelqu'un d'assez distant avec sa famille, qui une fois de retour sur Terre, se retrouve à avoir quasiment tout perdu. Il a perdu sa planète, sa famille et ses amis au profit de Baby. L'enjeu pour Goku est donc de taille, il ne s'agit plus seulement de sauver le monde et l'univers, mais de récupérer sa famille et ses amis qu'il a trop longtemps délaissés. Baby semble avoir permis à Goku d'avoir une prise de conscience sur ce qui était réellement important pour lui.
Et c'est ce qui donne tout son sens, selon moi, à la transformation en Super Saiyan 4, transformation qui est pas mal décriée par ailleurs. Et je dois l'avouer, même si j'ai toujours trouvé l'idée de renouer avec le côté Ozaru des Saiyans, et que le design rend bien, j'ai toujours aussi pensé que la gigatouffe de cheveux avec la fourrure et le poitrail de gorille, c'est quand même vachement kitsch. Ceci étant dit, en rematant la série, je me suis mis à l'apprécier beaucoup plus, parce que au-delà de l'aspect esthétique, c'est surtout une transformation qui a du sens, qui nous raconte quelque chose. Le Super Saiyan 4, c'est clairement Goku qui revient aux origines et se concentre sur ce qu'il y a de plus important pour lui, sur ce pourquoi il se bat réellement. Il redevient le petit garçon à la queue de singe et il redevient aussi le Super Saiyan qui s'est battu pour protéger la Terre et les siens tant de fois. Et ça nous est montré lors de la scène de sa première transformation. Alors que Pan tente de le raisonner sous sa forme Golden Ozaru, une photo de famille, souvenir que Pan garde dans son sac à dos, virevolte et attire l'attention de Goku. Sur la photo, nous voyons toute la famille de Goku et ses amis s'amuser à la plage. Goku a alors un flashback de cette journée dans lequel on l'entend dire « Eh c'est vrai que s'entraîner c'est cool, mais des moments comme ça valent le coup d'être vécu aussi ». Puis soudain, le regard de Goku est attiré par la Terre, et sa transformation commence. Il réalise qui il est et pourquoi il se bat, ce qui lui permet de se dépasser. C'est simple, mais foutrement efficace. Cet arc nous offre un propos beaucoup plus intéressant que lors de la première partie, et il nous sert ça avec beaucoup de générosité. Ce que je veux dire par là, c'est que cet arc nous propose de très bonnes idées qui sont à la fois très fanservice et très pertinentes. Par exemple, rien que l'idée de rendre tous les personnages gentils méchants, c'est génial. Regarde, on nous montre de quoi serait capable Bulma si elle était du mauvais côté, et bordel, elle serait dangereuse. La meuf conçoit des vaisseaux en 2-2 et fabrique un appareil pour transformer Baby en Ozaru sans queue en 10 minutes. C'est chaud. Ils ont trouvé le moyen de nous donner des combats qu'on a toujours voulu voir. On a quand même eu un Goten versus Gohan, Gohan versus Vegeta, Gohan et Goten versus Vegeta, et un Goku versus tout le monde. Et il y a aussi l'idée des Ozaru Super Saiyan. Bordel, mais l'idée est géniale. Un Ozaru Super Saiyan, c'est un fantasme qu'on avait tous quand on était gamin. Et ben DBGT l'a fait, et DBS n'a jamais proposé de truc aussi hypant que ça. Enfin presque, à quelques exceptions près. On en reparlera une prochaine fois. Ce second arc est incroyablement généreux, ça on ne peut pas le lui enlever. En revanche, il est quand même parfois un peu frustrant sa mère. Parce que presque toutes les très bonnes idées sont effleurées très rapidement et on passe à une très bonne idée suivante de manière effleurée très rapidement avant de passer encore à une idée suivante. C'est un peu frustrant ça. Le combat Gohan versus Goten maléfique dans la série dure moins d'un épisode dans lequel Gohan ne se bat pas vraiment et où Piccolo se contente d'un caméo inutile. On va y revenir à Piccolo d'ailleurs. Alors que bordel, c'est Gohan versus Goten. Il y en avait des trucs à raconter et à montrer avec une affiche pareille. Goten méchant aurait pu sortir des saloperies à Gohan pour le déstabiliser. En mode, ouais, t'as un grand frère de merde, tu préfères les études parce que t'es un lâche, papa s'est barré parce que tu lui fais honte. Il y avait moyen de creuser un peu le truc. Pareil, une fois que Gohan devient méchant et que Piccolo se pointe, il y avait une autoroute de trucs à faire. Mais non, Piccolo se fait juste one shot. Je peux aussi prendre l'exemple de Boo et Oob. J'aime beaucoup le traitement de Majin Buu dans cet arc. Le perso semble profondément sage et apaisé. Bref, la bonne idée de cet arc, c'est de donner enfin à Oob l'occasion de briller en le faisant affronter Baby Vegeta. Et il nous offre une prestation tout à fait honorable. Malgré ça, il est sur le point de se faire tuer. C'est là que Majin Buu le sauve, lui révèle ses véritables origines et fusionne avec lui pour le changer en Majin Oob, ou Majoob, ou encore Super Oob. Du coup, il est plus fort que Ooban. Oob a une transformation stylée, une puissance de ouf, mais se fait poutrer en 2 minutes en se faisant transformer en chocolat. Juste avant, la scène d'adieu de Majin Buu à Satan était touchante et juste, et vous gâchez tout avec une fin de combat expédiée. C'était franchement dommage. Il y a de très bonnes idées, pas forcément super bien exploitées, mais il y a aussi des idées que tu te demandes, mais putain, qu'est-ce que ça fout là? Je pense au passage de Goku dans le Sugoroku, et sa partie de jeu de loi contre les deux Tanuki. D'où ça sort ce truc? Cette péripétie n'apporte strictement rien à l'intrigue, si ce n'est introduire les deux Tanuki qui serviront à se changer en pince pour faire sortir la queue de Goku. Ça fait quand même beaucoup d'efforts pour une contribution aussi faible. Ouais, je pense que là, ils ont tenté de nous faire du filler dans du filler avec cette histoire de Sugoroku là. J'ai pas vraiment compris le délire, même les deux Tanuki, je comprends pas l'intérêt de les foutre là. Alors peut-être qu'après ils ont un rôle à jouer dans l'histoire, je m'en souviens plus très bien. Mais à mon avis, si je m'en souviens plus, c'est qu'il y a une bonne raison quand même. Ouais. Et vu qu'on parle d'idées à la con, il va falloir qu'on s'attarde quelques instants sur l'épilogue de cet arc. Contexte.
Après avoir vaincu Baby et libéré tout le monde de son emprise, la paix et l'harmonie règnent de nouveau sur Terre. Sauf que pas de bol, la Terre commence à crever et est sur le point d'exploser, vu que Dende n'a pas scellé les Dragon Ball aux étoiles noires. Vu qu'elles sont de nouveau éparpillées dans l'univers et qu'il ne leur reste que 2 semaines pour les réunir avant l'explosion, ils font le choix de transporter l'humanité et les animaux sur la planète Plante. Ce qui donne lieu à des scènes plutôt sympas où l'on revoit d'anciennes figures de la saga. Tenshinhan, Yamcha, Nam, Franky 8, Upa, Yajirobe, etc. Mais qui donne lieu à l'une des scènes les plus scandaleusement scandaleuses que j'ai vues. Le sacrifice de Piccolo. Goku refait un dernier aller-retour sur Terre pour ramasser un gamin qui a raté le dernier vaisseau, et au dernier moment, il retrouve sa forme enfantine parce qu'il n'a plus de jus. C'est là que Piccolo lui donne un peu d'énergie pour qu'il puisse se téléporter à nouveau. Arrivé sur Plante, Goku se retourne et constate que Piccolo est resté derrière. Là, Piccolo fait ses adieux à Gohan par télépathie. Il lui explique que son destin est lié à celui de la Terre et que s'il meurt, les Dragon Ball noirs cesseront de fonctionner. Comme ça, le problème sera réglé, et de toute façon, l'attaque de méchant Gohan qu'il avait fait quelques épisodes avant l'avait déjà bien amoché. Du coup, la Terre explose, Piccolo meurt, Gohan chiale, et la scène d'après, la Terre a été ressuscitée par les Dragon Ball de Namek et tout est redevenu normal. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça honteux. Déjà, petit 1, Piccolo est un personnage majeur de la saga Dragon Ball, et tu peux pas décemment le faire mourir d'une manière aussi expéditive et random sans au moins lui avoir donné un petit moment highlight dans la série avant ça, sans l'avoir mis un minimum en avant. C'est honteux de faire ça. Et de 2, la justification du sacrifice de Piccolo, ce n'est pas une justification du personnage, c'est une justification de scénariste. Et si tu n'as pas bien compris ce que ça voulait dire, je vais traduire cette justification pour toi. Alors en fait, on n'a vraiment pas envie de repartir sur une quête des Dragon Ball à travers l'univers parce qu'on a vu que ça faisait chier tout le monde. Du coup, on règle le problème en faisant mourir Piccolo d'une manière plus ou moins random. Bisous. Voilà. Et je suis intimement persuadé qu'il s'agit là d'une méga carabistouille qu'ils ont trouvée, parce que tout indiquait clairement qu'ils allaient repartir sur une quête des Dragon Ball noirs à la base. Mais comme ils ont vu que ça faisait chier tout le monde, ils ont trouvé cette carabistouille de faire mourir Piccolo pour pas repartir là-dessus et pouvoir faire table rase et partir sur autre chose. C'est ça qui s'est passé. Et ça, je suis intimement convaincu qu'il s'agit d'une carabistouille de dernière minute. Ils avaient probablement prévu, à la base, de repartir sur une quête des Dragon Ball noirs. Mais ils se sont ravisés au dernier moment, et pour pas laisser trop de trous scénaristiques et pouvoir partir pour autre chose, ils ont décidé de buter Piccolo. La preuve, pourquoi Baby Vegeta utilise les Dragon Ball noirs pour faire revivre sa planète? Concrètement, ce n'était pas absolument nécessaire à l'histoire. Mais c'était un bon moyen de justifier une nouvelle quête dans la suite. Mais ils ont changé d'avis, donc on fait péter la Terre en tuant Piccolo pour rayer ces Dragon Ball de l'équation et partir sur autre chose. En faisant exploser la Terre, on tue directement l'enjeu d'une nouvelle quête. Preuve en est que la Terre est de retour littéralement la scène suivante de sa destruction. C'est clairement une carabistouille ce truc, on est d'accord? Mais oui! Là où il y a aussi une grosse amélioration selon moi, c'est dans le rythme de la série. En effet, les épisodes ne traînent pas trop en longueur, surtout à partir du moment où Baby arrive sur Terre. Je trouve qu'il y a un rythme et une tension continue tout au long de l'arc et c'est plutôt appréciable. Et même si le combat Goku versus Baby s'étale sur pas mal d'épisodes, c'est jamais trop répétitif ou chiant. Et les combats en eux-mêmes sont loin d'être dégueulasses. Il y a plusieurs petits morceaux de bravoure. Je pense au combat avec Oob et à Gohan et Goten versus Vegeta. Et bien évidemment tout le segment SCJ4 versus Baby Vegeta. On sent la puissance, on sent la démesure, ça claque bien, et il y a du sang au bordel. Y a pas à chier, quand les persos sont en sang, ça rajoute de l'intensité au combat direct. Je me suis surpris plusieurs fois à afficher un sourire de gamin débile devant les bastons. Et ça fait un bien fou de kiffer devant du Dragon Ball. Oui, comme je l'ai dit, ce n'est pas parfait pour autant, il persiste toujours des petites facilités scénaristiques un peu con-con, comme par exemple le fait que les personnages soient capables de ressentir le ki, mais que quand c'est réellement utile. Il y a des moments où ils sont pas capables de le faire et des moments où ils sont capables de le faire. Genre quand Goku revient de chez Kaioshin, on sent le ki, mais quand Goten se bat avec Baby et ravage la moitié de Satan City, personne ne dit rien. Et sinon, j'ai une petite question. Y a plus de Sanzu à cette époque? On n'entend plus parler des Sanzu. Où ils sont où les Sanzu? Mais globalement, cette seconde partie de Dragon Ball GT est nettement supérieure à la première. On a enfin le retour du Goku badass qui pète des culs, un très bon méchant, des gorilles géants, une histoire qui a du fond. Malgré ses quelques errements, cette seconde partie respire la sincérité, la bienveillance et l'amour de Dragon Ball. Ils ont échoué à émuler l'esprit du début de Dragon Ball, mais ils ont parfaitement réussi à retranscrire l'esprit Dragon Ball Z. Et ça, c'est beau. Et pourvu que ça dure, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode avec l'arc de Super C17. En attendant, abonne-toi, mets la cloche, et n'oublie pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais.
Après un perfectible mais néanmoins très cool arc du bébé mutant, il est temps pour nous de nous intéresser à l'arc suivant, la bien nommée la saga de Super C17. Le professeur Miyu débarque en enfer et fait la rencontre du docteur Giro qui lui dit « comment t'as volé mon style, on dirait la version Wish de moi-même, wesh !» Non, je déconne, il lui a pas dit ça, mais ça aurait été plus logique que le truc qu'il lui a vraiment dit. Bon, en vrai, il lui dit « wesh poto, j'avais hâte de te rencontrer, j'ai besoin de ton aide pour construire le cyborg ultime. » Miyu accepte et ensemble ils construisent un clone ou une copie du cyborg C17, qui selon les dires de Giro est de base un cyborg incomplet qui aurait dû être plus fort que Cell, mais comme il est mort, il n'a jamais pu le terminer. Hein ? Il fabrique donc un deuxième C17 qui entre en résonance avec le C17 original qui se trouve sur Terre, ce qui leur permet d'ouvrir un vortex entre l'enfer et la Terre, vortex duquel tous les anciens ennemis de Goku sortent puis commencent à foutre le sbeul sur Terre. Hein ? Le C17 original se pointe devant Goku et lui dit « ouais, viens nous combattre en enfer si t'as des couilles !» Et du coup Goku il va en enfer, arrivé là-bas, Dr Gero et Dr Miyu et le deuxième C17, ils sautent dans le vortex pour venir sur Terre et ils referment derrière eux. Du coup Goku il est bloqué en enfer, et voilà. Attends, tu veux dire que les deux plus grands scientifiques de l'univers ont pas trouvé mieux que ce piège débile ? Goku enfermé en enfer doit affronter Cell et Freezer. Pendant ce temps, c'est aux autres personnages qu'incombe la tâche de défendre la Terre. C17 essaye d'enrôler C18 et bute Krillin au passage. Puis les deux C17 fusionnent pour donner naissance à Super C17, qui est très fort de chez balèze et tabasse tout le monde. Goku fout une raclée sans forcer à Cell et Freezer, puis Piccolo se fait envoyer en enfer et entre en résonance avec Dende, pour ouvrir un vortex qui permet à Goku de rentrer sur Terre. Ensuite, Goku se change en Super Saiyan 4, fait la bagarre avec Super C17, mais se rend compte que Super C17 absorbe toute son énergie. Du coup, il se retrouve dans la merde. Quand soudain C18 arrive et bombarde Super C17 de Kikoa. C'est là que Goku remarque une faille dans la défense de Super C17 et le tue avec la technique du point du dragon. Et c'est fini. En gros, c'est ça l'histoire. C'est pas un peu nul à chier ? C'est complètement nul à chier, je suis bien d'accord. Et tout simplement, première raison, pourquoi c'est nul à chier ? Bah tout simplement parce que le scénario n'a aucun putain de sens. Bon, déjà de base dans le manga, lorsque les méchants vont en enfer, ils ne conservent pas leur corps. C'est juste des petites âmes qui y vont, leur âme reste en enfer un certain temps, et au bout d'un certain temps, l'âme est purifiée et les gens sont réincarnés. Hein, dans le manga, c'est comme ça que ça se passe. Ceci étant dit, dans l'anime Dragon Ball Z, les méchants ont bien une existence physique en enfer. On les voit lors du combat final entre Boo et Goku commenter le combat par exemple. Parce que oui, on a beau être en enfer, on a des écrans géants. Donc a priori, vu que DBGT est surtout la suite de l'anime DBZ plus que du manga Dragon Ball original, ce n'est pas spécialement déconnant de voir les méchants en enfer avec leur corps et tout. Ok, admettons, par contre va falloir juste prendre le temps de m'expliquer 2-3 trucs. Premièrement, comment ça se fait que le docteur Miyu se retrouve en enfer ? Je croyais que ça avait été clairement établi qu'il s'agissait d'un être entièrement artificiel. Donc a priori c'est artificiel, t'as pas d'âme, t'as pas d'esprit. Donc c'est quoi qui va en enfer ? Rien. Ensuite, comment ça se fait que les instances célestes laissent le docteur Gero construire des cyborgs au calme ? Et surtout, d'où il sort son matos ? Et enfin, c'est quoi ce délire avec C17 ? Comment ont-ils pu recréer C17 à partir de rien ? C'est explicitement dit dans le manga et l'anime d'origine que C17 et C18 sont des humains modifiés. Le second C17 est conçu à partir de qui ? Et même, ils sont en enfer. Ils ont fabriqué un C17 mort ? Putain, j'ai mal à la tête. Les méchants qui arrivent sur Terre une fois vaincus repassent devant Enma pour se faire juger de nouveau. Ça veut dire qu'ils étaient ressuscités ? Je comprends pas. Et il y a aussi un truc qui m'a rendu fou, mais fou. Tu te souviens dans les épisodes précédents de ces reviews de Dragon Ball GT, je disais que c'était un peu chiant cette tendance qu'avaient les personnages à oublier qu'ils étaient capables de ressentir le ki. Et ben dans cet arc, les personnages, tous les personnages, se souviennent de nouveau qu'ils peuvent sentir le ki. La preuve, ils sentent le ki de C17. Le cyborg, qui n'a pas de ki à la base. Oh putain, je suis à deux doigts de péter un câble. Et c'est le principal souci de cet arc. Non seulement l'histoire qu'on nous propose est vraiment, mais alors vraiment éclatée, mais en plus ça ne respecte pas les principes de base élémentaires, les fondements de base de la mythologie Dragon Ball. Et encore là je te parle des cyborgs qui ont du ki, mais il y a pire que ça. Bouge pas, je te raconte. Comme je te l'ai dit, Krillin se fait tuer pour la 4e fois, et à la fin, ils veulent utiliser les Dragon Ball de la Terre pour le ressusciter.
Alors, quand tu connais un minimum Dragon Ball, ce que je viens de te dire sonne aussi absurde que si je te disais que Luffy était balèze en natation ou que Sasuke voulait devenir Hokage. Ah non merde, ça ils l'ont fait, mais t'as compris l'idée? On ne peut pas faire 2 fois le même vœu avec les Dragon Ball de la Terre, et il a clairement été dit dans le manga que depuis que Dende est devenu dieu, Shenron peut ressusciter un nombre illimité de personnes, mais il ne peut pas ressusciter plusieurs fois une même personne. Donc vouloir ressusciter Krillin avec les Dragon Ball de la Terre est absurde. Et je ne comprends absolument pas comment un truc pareil a pu se glisser dans le scénario et poser un problème à absolument personne dans la production de l'animé. Je veux dire, c'est un truc de base quand même. J'ai trouvé l'arc précédent Baby beaucoup mieux construit et surtout très généreux. On sentait dans cet arc une sincère volonté de bien faire. L'arc Super C17 en comparaison, c'est clairement du foutage de gueule. On dirait qu'ils ont voulu remplir le truc de fanservice, mais sans prendre la peine de nous faire croire qu'ils essaient de raconter quelque chose avec. Ils se contentent juste de cocher des cases. Alors imagine, Dr Gero et Dr Miyu, ils se rencontrent, et du coup ils pourraient fabriquer un méga cyborg de l'enfer, et comme ça, il y a tous les anciens méchants qui reviennent sur Terre, et tout le monde il fait la bagarre, et c'est cool. On dirait une putain de fanfiction nulle. On a tout plein de caméos et de clins d'œil, on a Nappa qui rencontre Vegeta de 10 secondes, et plein de trucs du genre. Mais c'est naze. Et surtout, bah on l'a déjà vu ça en fait. Vous nous avez déjà fait le coup des méchants qui s'échappent de l'enfer pour attaquer la Terre. C'est le plot du film Fusion. Non seulement votre scénario est bidon, mais en plus c'est du réchauffé. Les gars n'ont fait aucun effort. Bon, il y a quand même au moins 2 trucs à mettre à leur crédit. Il y a une petite tentative de drama avec l'affrontement C17 et C18, avec la mort de Krillin et la résolution du combat, où on nous explique que Super C17 a hésité à tuer sa sœur jumelle parce qu'il l'aimait. Ça aurait pu être vraiment cool si ce n'était pas traité en 2 minutes sur tout l'arc. Pour que ça marche, ça aurait pu et ça aurait dû être au cœur de l'intrigue en fait. Ensuite, l'autre truc que j'ai trouvé cool, c'est la représentation de la puissance dans cet arc. On voit la Terre ravagée, des villes rayées de la carte, l'environnement détruit, et surtout il y a une phase de combat entre Super C17 et Goku SCJ4 qui joue vachement sur la démesure épique. Super C17 se prend un coup de poing et se retrouve propulsé dans un autre hémisphère. Une fois sa course arrêtée, il bombarde Kikoa Goku qui est toujours de l'autre côté de la Terre. Et c'est comme ça pour chaque coup. L'idée est géniale. C'est con que ça dure que 3 minutes et que le reste du combat, c'est Goku qui jette des boules d'énergie dans le vide. Ce qui est terrible, les quelques bonnes idées de mise en scène qu'on a eues étaient en fait des cache-misères pour économiser sur l'animation. Parce que oui, l'animation de cet arc est dégueulasse. Ça me rappelle les pires épisodes de DBZ. En fait, je me demande si en réalité cet arc n'a pas été produit en catastrophe pour combler un vide et laisser le temps aux autres équipes de taffer sur l'arc d'après, la saga des dragons maléfiques ou des dragons noirs. Parce que le gap en matière de qualité entre l'arc précédent, la saga Baby, et cet arc-là est immense. J'ai vraiment le sentiment que cet arc a été produit sans aucune forme de bonne volonté. Alors je peux tout à fait pardonner un truc plus ou moins raté qui a été fait avec sincérité, avec intention de bien faire. C'est le cas par exemple de la toute première partie de Dragon Ball GT, qui passe un peu à côté, mais tu sens qu'ils avaient l'intention de bien faire le truc. Là, quand c'est fait avec autant de mauvaise volonté, quand tu sens qu'il n'y a vraiment aucun effort, c'est pas pardonnable et ça m'énerve. Là, t'as l'impression qu'ils ont même pas essayé de faire un truc bien, et heureusement que ça dure que 6 épisodes, parce que franchement c'est atroce. Et oui, je sais, je n'ai pas parlé de l'épisode du tournoi des arts martiaux, parce qu'il est lui aussi complètement débile et qu'il n'a absolument aucun intérêt. Alors encore une fois, suite à cette vidéo, je vais sans doute encore me faire insulter et traiter de rabat-joie, parce que je conchis cet arc. En effet, à l'époque où j'ai annoncé le début de cette série sur Dragon Ball GT, énormément de fans m'ont envoyé plein de messages en disant « Trop hâte d'être à l'arc Super C17, c'est le meilleur arc !» Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit, mais en ce qui me concerne, pour le moment, c'est le pire. Histoire nulle, animation nulle, idée nulle. Je veux dire, franchement, je vous invite très sérieusement à revisionner cet arc aujourd'hui. Et si après le revisionnage, vous venez encore me soutenir qu'il s'agit du meilleur arc de Dragon Ball GT, et ben franchement, je ne saurais que trop vous conseiller de faire urgemment un test PCR, parce que quand on n'a aucun sens du goût comme ça, c'est mauvais signe. Oui. Bon, je pense que pas mal de gens ont un bon souvenir de cet arc parce qu'ils l'ont vu étant gamin. Et quand t'es gamin, tu vois Cell et Freezer, tu kiffes.
Tu revois tous les méchants revenir sur Terre, tu kiffes. Et j'avoue que le design de Super C17 claque des culs, et qu'on n'est pas passé loin d'avoir un putain de méchant emblématique. Ce bâtard est stylé, je ne le conteste pas, mais à part ça, cet arc est un véritable raté. Et c'est dommage, parce que jusqu'ici tout n'était pas parfait, mais on sentait la bonne volonté et une certaine montée en gamme avec Dragon Ball GT. On semblait se diriger vers ce que DB et DBZ avaient de meilleur à offrir, et d'un coup d'un seul on dégringole dans ce qui se fait de pire en la matière. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'agit d'un simple accident de parcours, et que le dernier arc, celui des dragons maléfiques, nous fera kiffer comme jamais. Mais ça, nous le découvrirons dans le prochain épisode. N'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie, et que la passion vous guide. Oui. Après une saga Super C17 calamiteuse, Dragon Ball GT entame son champ du cygne avec la dernière saga, la saga des dragons maléfiques. Alors la question c'est, est-ce que Dragon Ball GT va finir en beauté ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Afin de ressusciter les victimes causées par l'attaque de Super C17, Goku et ses amis réunissent les Dragon Ball de la Terre qui pour une raison inconnue sont fissurés. Ils invoquent malgré tout le dragon, mais en lieu et place de Shenron, un dragon malfaisant apparaît, s'allume un gros cigare et prévient Goku et sa bande qu'ils ont trop fait les cons à utiliser les Dragon Ball à tire-larigot, et que du coup, comme l'avait prévenu le grand Kaioshin, de l'énergie négative s'est accumulée à l'intérieur des Dragon Ball, à chaque fois qu'ils ont fait un vœu, et là, l'énergie accumulée est telle que ça a corrompu les Dragon Ball. Les Dragon Ball se dispersent aux quatre coins du monde et s'incarnent en 7 dragons. De plus, un voile d'énergie négative enveloppe la Terre, qui commence à s'autodétruire. Goku part donc affronter les 7 dragons maléfiques avant que la Terre soit de nouveau détruite, ainsi que toute la galaxie. Alors par contre, il part tout seul avec Pan. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bref, il bat assez facilement les 4 premiers dragons, puis commence à sérieusement galérer face aux 3 derniers. Son Shenron et surtout Su Shenron, le dragon de la boule à 4 étoiles de Goku, avec lequel Goku sympathise. Puis vient le dernier dragon, Li Shenron, qui absorbe les 6 autres Dragon Ball et devient Super Li Shenron ou Omega Shenron, qui fout une branlée de l'espace à Goku. Puis Vegeta se pointe, se change SCJ4 et fusionne avec Goku pour donner naissance à Super Gogeta 2, qui défonce Omega Shenron, mais comme d'hab, il fait le pitre au lieu de l'achever, et du coup la fusion s'arrête. Ils sont donc dans le caca, mais Goku fait un giga Genkidama universel et bousille Omega Shenron. Le Shenron original apparaît, ressuscite tout le monde, Goku monte sur son dos, fait un dernier adieu à Krillin et Piccolo, puis disparaît avec les Dragon Ball, et c'est la fin de Dragon Ball GT. Bon, ça c'était pour le rapide petit résumé, mais qu'est-ce que j'en ai pensé ? L'idée de départ de ce dernier arc, et je le pense sincèrement, est une idée absolument géniale. Faire des Dragon Ball eux-mêmes le grand méchant final de Dragon Ball, en se basant en plus sur quelque chose qui a été évoqué vers la fin du manga, c'est génial, et je pense qu'il s'agit là de l'une des meilleures idées, si ce n'est la meilleure idée d'histoire à raconter avec les Dragon Ball. L'idée met en avant le fait que l'existence et l'utilisation des Dragon Ball soient ultra cheatées. En réalité, ça on a déjà vu dans d'autres vidéos, la permissivité des Dragon Ball nuit aux enjeux scénaristiques. Parce qu'en fait, tout est trop facile. Donc du coup, les enjeux perdent un peu d'intensité. En avançant l'idée que tout ceci a finalement un coût, qu'il y a un prix à payer pour tout ça, que toutes ces facilités ont finalement de vraies conséquences. On répare un des plus gros problèmes de Dragon Ball. C'est novateur, pertinent, utile, bref, c'est la meilleure idée. En plus, lorsque Goku affronte chaque dragon maléfique, les dragons lui disent qu'elle veut exaucer les a fait naître. Ça rajoute un côté rétrospectif très sympa. Même le fait que Goku devienne pote avec le dragon de la 4ème boule, c'est une trop bonne idée, parce que cette 4ème boule est d'une certaine façon un personnage à part entière de la saga. C'est le cas pour toutes les boules, à des niveaux différents d'ailleurs, mais voilà, t'as compris. Et lui donner corps, lui donner la parole, c'est trop bien pensé comme concept. Su Shenron est l'un des dragons les moins corrompus par l'énergie négative, parce qu'il a été le plus en contact avec la pureté et la bonté de Goku. C'est à la fois un nouveau personnage et un vieux pote en fait. Bref, l'idée autour des dragons maléfiques est génialement géniale. Le problème, malheureusement, c'est que c'est une idée géniale, pas très bien exploitée. Comme d'habitude.
Les affrontements avec les 4 premiers dragons sont super enfantins sa race. J'ai l'impression que l'arc a le cul entre deux chaises. À l'annonce de la quête, on semble vouloir proposer un simili arc du sanctuaire dans Dragon Ball. C'est-à-dire un nombre d'ennemis à battre dans un temps limité en se déplaçant jusqu'à eux. Mais les combats avec les 4 premiers dragons, on dirait plutôt des épisodes de la première saison de Pokémon. Pokémon? Bah ouais, on a des enfants qui combattent des monstres élémentaires qui finissent enfermés dans des boules. Ah, bien vu. Et autant un arc du sanctuaire dans Dragon Ball, je trouve l'idée extrêmement cool, autant Pokémon, je m'en bats la race. Enfin, j'aime bien Pokémon, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir avec l'univers de Dragon Ball. Ouais, mais vu qu'on n'a pas tous 30 piges, ce serait bien que t'expliques un peu c'est quoi l'arc du sanctuaire. Sérieux? Ouais, mais quelque part t'as raison, je vais expliquer ce que c'est, on sait jamais. Alors, l'arc du sanctuaire est l'arc le plus culte du manga Saint Seiya de Masami Kurumada, plus connu chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Arc dont la structure est super simple et qui servira de base pour quasiment tous les arcs de l'univers Saint Seiya. Athéna se prend une flèche d'or dans le boobs, les saints de bronze, Seiya, Shiryu, Shun et Yoga ont alors 12 heures pour traverser le sanctuaire d'Athéna et les 12 maisons du Zodiaque, pour vaincre le grand Pop et sauver la déesse. Ils devront s'arrêter à chaque maison pour affronter un chevalier d'or qu'ils devront vaincre pour poursuivre leur quête. Donc nous avons bien un nombre d'ennemis à battre dans un temps limité en se déplaçant jusqu'à eux. Bon, pour avoir réellement un véritable arc du sanctuaire dans Dragon Ball GT, il aurait fallu que Goku soit accompagné d'une équipe et qu'à chaque étape, chaque ennemi rencontré, un membre de l'équipe reste en arrière affronter le dit ennemi pour laisser l'équipe continuer dans sa lancée en fait. Mais sinon à part ça on est en plein dedans quand même, oui. Bref, le problème c'est que toutes ces phases pokémonesques viennent presque contredire l'impression d'urgence annoncée par le Shenron noir. C'est des épisodes où on déconne, on fait des blagues, alors qu'on est censé être sur un arc qui cause avant tout de responsabilité et de conséquences. En fait, on retombe un peu dans les travers de la toute première partie de la série. C'est super enfantin, et alors que Goku peut littéralement régler son compte à ses dragons en 2 coups de cuillère à peau... Et ça prend un ou plusieurs épisodes parce qu'on passe son temps à essayer de nous proposer du gag pas ouf en fait. L'arc prend un tournant plus sérieux lorsque Goku affronte Son Shenron et Su Shenron, car comme on l'a vu, ça essaye de raconter un truc cool, et en plus les deux dragons semblent être de vraies menaces. Cette partie n'est pas parfaite, loin de là, ça reste globalement ultra débile, et Goku passe les 3/4 du combat à se cacher comme un con. Mais je maintiens que si tous les dragons avaient été de l'acabit de Su et Shun Shenron, l'arc aurait eu une bien meilleure gueule, on aurait eu une bien meilleure impression de danger, de conséquences, de menaces. Puis vint la dernière partie de l'arc, qui est un subtil mélange de malaise et de fanservice ostentatoire. Bon déjà, on va causer du méchant final, Lee Shenron, qui a pour lui un design qui défonce sa grand-mère, mais niveau personnalité, c'est le strict minimum. C'est bonjour, je suis le méchant et je dois taper le gentil. Et ce bâtard aurait pu être effrayant, si je n'avais pas vu cette scène. Il a frappé Satan, et Satan a survécu. Et je sais, certains me diront oui, mais celle aussi avait frappé Satan et Satan a survécu. Non, celle a mis une pichenette de mépris à Satan. C'est-à-dire qu'il l'a jugé tellement faible et insignifiant qu'il a dit hey, casse-toi de mon chemin en lui mettant une petite gifle. Genre t'es même pas digne que je te tue. Je te méprise, je te gifle du dos de la main. Là, Lee Shenron, il lui a mis un vrai coup de tatane, un vrai kick. Regarde l'image, il a mis toute son âme dans ce coup de tatane dans le bide. Et Satan a survécu. Quand j'ai vu cette scène, j'ai débandé direct. L'affrontement avec Goku n'est pas spécialement épique, même s'ils ont fait en sorte de le mettre en difficulté d'une manière un peu originale, en lui retirant momentanément la vue. Je n'ai pas vraiment eu de sensation de danger, ni même de puissance démesurée de Lee Shenron. Ce combat n'a pas une vibe de combat final en fait, alors que Goku versus Baby Vegeta, carrément que ça en avait une. Ouais. Il faut aussi qu'on parle de Vegeta. Personnage qui a été à la fois très important, au moins indirectement avec l'arc Baby Vegeta, et à la fois très délaissé, qui fait un comeback dans cette dernière partie, en se changeant en Super Saiyan 4 grâce à la machine de Bulma. Bah ouais, parce que l'orgueil du prince des Saiyans, on oublie, le gars est passé clairement à autre chose, donc pourquoi pas, devenir fort à cause d'une machine, why not? On a le droit à un épisode entier centré sur lui et sa relation avec Goku. Alors l'épisode aurait pu être intéressant, mais en réalité c'est ce qu'on appelle dans le jargon un épisode patchwork. Alors un épisode patchwork, que ce soit en série d'animation ou en live action, c'est un épisode qui est fabriqué avec des extraits d'anciens épisodes. Alors généralement, pour le truc basique, c'est un mec, c'est un personnage qui a des flashbacks de ce qui s'est passé avant, ce qui justifie qu'on voit d'anciens extraits d'épisodes, en fait, oui. Donc en gros, je te réexplique, un épisode patchwork, donc c'est un épisode qui est construit autour d'extraits, avec des extraits d'anciens épisodes,
comme on collerait un patchwork en tissu. On prend différents morceaux de tissu pour créer un patchwork, d'où le nom épisode patchwork. Il y a des épisodes comme ça dans toutes les séries du monde, dans les Simpsons, Futurama, Friends, Stargate SG1, Star Trek, toutes les séries du monde qui ont plus de 10 épisodes ont à un moment ou un autre un épisode patchwork. C'est des épisodes qui sont conçus parce qu'ils sont faciles à produire et permettent à la production d'avancer sur les épisodes suivants. Ça donne un délai, ça permet d'économiser du temps et de l'argent et de faire un épisode en plus. Voilà, j'espère que tu as compris, c'était quoi? Oui. Bref, Vegeta SJ4 débarque et bim, fusion avec Goku SJ4, ce qui nous donne Super Gogeta 2. Pourquoi 2? Il est en Super Saiyan 4? Sans doute parce que c'est la deuxième fois qu'on voit Gogeta, j'imagine. Et peut-être que s'ils l'avaient appelé Super Gogeta 4, ils avaient peut-être peur qu'on se pose la question, mais ils sont où le 2 et le 3? J'en sais rien. Bah on a bien Vegeta Super Saiyan 4 alors qu'on l'a jamais vu en Super Saiyan 3. Pourquoi tu poses des questions? Bon, à paraître un peu stylé, l'apparition de Gogeta n'apporte pas grand chose au schmilblick, vu que comme d'habitude ou presque, ça foire, et Goku termine l'Ishenron avec un Genki-Dama universel. C'est avec ces histoires de Vegeta 4, Gogeta 2 et de Genki-Dama que l'arc tombe selon moi dans le fanservice ostentatoire, et fastoche, en mode « Bon, reste pas beaucoup d'épisodes, viens on crame toutes nos cartouches en balançant coup sur coup tous les trucs que veulent voir les fans. » Et en vrai, je leur en veux pas tellement. C'était facile, mais on sent que ça part d'une bonne intention. Et ce qui confirme, selon moi, que cet arc a été fait avec les meilleures intentions du monde et avec une volonté sincère de respecter l'héritage Dragon Ball et ses fans, c'est la fin. Qui est une très belle fin et qui a en plus étonnamment l'intelligence d'être ouverte à interprétation. La fin fait tellement réfléchir et semble être tellement subtile que t'as l'impression que c'est la fin d'un autre animé. Et encore aujourd'hui on se pose tous la question, Goku est mort ou pas? Et aussi, lui et Shenron, ils se barrent où en fait? Bon, alors moi j'ai ma petite théorie personnelle. Alors, ce que je vais dire, il est tout à fait possible que des dizaines de gars l'aient déjà dit, l'animé a plus de 20 ans, c'est normal, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé, mais je vais te dire quand même mon interprétation personnelle. Après, t'en fais ce que tu veux. Oui. J'ai fait l'impasse dessus dans le résumé, mais à un moment donné, Goku avale la Dragon Ball à 4 étoiles, ce qui lui permet de purger l'énergie négative qui s'y trouve, et de rendre Su Shenron gentil. Goku a pu purifier la Dragon Ball parce qu'il possède un cœur pur. Lorsque Goku s'endort sur le dos de Shenron, les Dragon Ball rentrent en lui. Je pense donc que Goku part avec le dragon en partie pour purifier les Dragon Ball. Alors par contre, est-ce que du coup il meurt ou est-ce qu'il part tout simplement sur un autre plan d'existence? Peut-être qu'il parte là où Shenron va lorsqu'il n'est pas invoqué. On ne sait pas. Ce qu'on peut déduire en tout cas, c'est qu'il part définitivement, sinon il ne serait pas passé faire ses adieux à Krillin, Muten Roshi et Piccolo. Quoi qu'il en soit, cette fin est vraiment géniale. C'est beau, mélancolique, c'est une fin qui fait clairement appel à nos émotions et notre amour de Dragon Ball. Je mets au défi n'importe quel haters de DBGT de ne pas trouver cette fin magnifique. Bon, il y a juste le délire des trucs qui se passent 100 ans plus tard que je trouve un petit peu chelou. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard de ça. Oui. Bref, ceci marque la fin de notre rétrospective de la série Dragon Ball GT. Je vais à présent pouvoir donner mon avis définitif avec un regard neuf et des années de recul. Je dirais que Dragon Ball GT est une série qui a eu des hauts et des bas. Malheureusement, plus de bas que de hauts. Il y a eu du très bas et aussi du très haut. On peut lui faire 1 million de reproches sur l'animation, le scénario, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir globalement voulu bien faire. Ça a échoué, ça s'est trompé, mais ça n'a jamais vraiment trahi ce qu'est Dragon Ball. À part l'arc Super C17 qui semble exister pour de mauvaises raisons, à aucun moment je n'ai senti que la volonté de bien faire était en retrait par rapport à des intentions purement mercantiles. Alors nous ne sommes pas cons, évidemment que cette suite existe pour vendre du produit dérivé, mais j'ai le sentiment que ça a essayé de bien le faire. Dragon Ball GT est très injustement perçu comme étant une hérésie par une partie des fans, et j'ai longtemps été de cela. Ce n'est pas bon certes, mais ce n'est pas non plus une trahison. Je sais que la moustache de Vegeta nous a traumatisés, mais une fois qu'on a passé le cap, et sans aller jusqu'à dire que c'est du Dragon Ball 100% pur jus non plus, ça a le mérite d'avoir essayé. Et d'un autre côté, beaucoup surestiment énormément la série, qui en vrai de vrai
n'est pas ouf. Et je pense que ceux-là ont kiffé justement parce qu'ils y ont ressenti un amour sincère de Dragon Ball. Et je me rends bien compte que je tourne un petit peu en rond dans ce que j'essaye de te dire, mais c'est pour être sûr que tu comprennes bien ce que je veux dire. En définitive, pour résumer, je dirais que Dragon Ball GT n'est pas une série de dingue, c'est vraiment pas ouf. Cependant, on y ressent une véritable volonté de respecter Dragon Ball et ses fans, il y a un véritable amour qui s'en dégage. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que beaucoup de fans considèrent Dragon Ball GT comme étant plus réussi que Dragon Ball Super. Et là, tu te demandes très certainement si personnellement je pense que DBGT est meilleur que Dragon Ball Super. Eh bien pour répondre à cette question, nous le ferons dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets la cloche. Que la passion te guide et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Salutations tête de naze, je suis le chef et tu n'es pas sans savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite rétrospective de tous les arcs et épisodes de la série animée Dragon Ball GT. Et beaucoup m'ont signalé que selon eux, je n'avais pas fait totalement la rétrospective complète de la série parce que je n'avais pas encore parlé de l'OAV ou du TV Specials. Dragon Ball GT 100 ans après, c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Dragon Ball GT 100 ans après, Goku Gaiden Yuki no Akashi wa Senjishu. Littéralement, une autre vision de Goku, la preuve que son courage est la boule à 4 étoiles, est un téléfilm d'animation japonais réalisé par Yoshiro Ueda et Hidehiko Kadota, diffusé sur Fuji Television en mars 1997. Souvenez-vous du dernier épisode de la série, c'est un épisode qui se termine sur les descendants de Goku et Vegeta qui s'affrontent lors de la finale d'un tournoi des arts martiaux. T'auras donc parfaitement compris qu'il va s'agir ici de raconter l'histoire d'au moins l'un de ses descendants, en l'occurrence Goku Junior. Goku Junior. Ils se sont vraiment pas fait chier pour le nom. Tu as raison, petit chef. J'ai pas compris. Bref, le film commence par un petit résumé de la fin de Dragon Ball GT, on nous explique que Goku a vaincu Baby en l'envoyant dans le soleil et que la paix est revenue sur Terre et du coup nous sommes 100 ans plus tard et nous retrouvons Pan qui est la dernière survivante de cette époque. Et là tu te dis certainement, mais si Pan a survécu aussi longtemps c'est en partie grâce à ses gènes Saiyan. Donc si on suit la logique, Goten, Trunks et Bra, ils devraient être encore vivants. Non, je voulais juste dire qu'ils ont oublié de parler de l'arc des dragons maléfiques, ce qui aurait été beaucoup plus logique vu que c'est la fin de la série. Ah! Là, c'est un peu comme si, au début de Dragon Ball GT, ils se seraient contentés de résumer Dragon Ball Z à l'arc Cell. Ça aurait été chelou. Moment correction. Alors en fait, cet épisode spécial a été diffusé avant l'arc des dragons maléfiques. Ça explique qu'il n'en parle pas dans le résumé, mais ça rend le tout encore plus bordélique niveau canon. Nous voici donc 100 ans après, Pan élève seul son petit-fils Goku Junior, ils se recueillent ensemble sur la tombe de Goku et elle l'entraîne. Mais le jeune Goku Junior ne semble pas très doué. Alors oui, j'ai bien compris que le but du délire c'est de recréer des origines à la Goku, c'est-à-dire un orphelin entraîné dans la montagne par son grand-père ou son grand-parent. J'ai bien compris. Le souci du problème, c'est qu'en tant que fan, quand on voit ça, on se pose 1 million de questions. Genre, il est arrivé quoi aux héritiers de Goku? Il est arrivé quoi aux enfants de Pan? Bon, parce que Gohan, Papy Gohan, qui élevait Goku dans la montagne dans Dragon Ball, on se posait pas de questions, parce que de base, on savait que Goku était un orphelin, un enfant trouvé. Mais là, il y a une relation de filiation directe entre Pan et Goku Junior. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a merdé pour que Pan se retrouve avec pour seul héritier un seul gamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça m'intéresse 1000 fois plus de savoir ce qui est arrivé aux héritiers de Goku et aux enfants de Pan, plutôt que l'histoire concentrée seulement sur son petit-fils qui a survécu à tout le bordel. Je veux savoir ce qui s'est passé. Mais bon, je trace tête des plans sur la comète, si ça se trouve, le film va aborder la question plus tard. Le film ne le fera pas, jamais, à aucun putain de moment. Non, 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 non. Goku Junior se fait embêter à l'école par 3 gamins menés par Puck, qui lui volent son stylo. En rentrant, Pan engueule son petit-fils en lui disant qu'il aurait dû se défendre, et boum, elle fait une crise cardiaque. À l'hôpital, Goku promet à Pan de se battre contre Puck, et elle lui dit que l'important ce n'est pas la force physique, l'important c'est d'avoir le courage de se battre pour ce en quoi l'on croit. Puis elle lui dit qu'il ressemble beaucoup à son ancêtre Son Goku, et que c'est d'ailleurs pour cela qu'elle l'a nommé Goku Junior à sa naissance.
Comment ça, c'est elle qui a choisi son prénom? C'est pas ses parents qui l'ont fait? Ouais, et apparemment le père de Goku Junior ne s'appelait pas Goku non plus, donc ils ont clairement pas bien compris à quoi ça servait le suffixe Junior à la fin d'un prénom. Donc on comprend pas. Et puis à chaque fois qu'elle parle de leur famille, elle parle seulement de son ancêtre Goku. Elle parle pas de Gohan, elle parle pas de Goten, elle parle pas de ses propres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu une embrouille autour d'un héritage par rapport à Mister Satan qui était milliardaire. Je veux savoir, c'est quoi les bails, bordel? Goku Junior rentre chez lui en pleurant pendant que Pan est en soins intensifs. Puis il se souvient qu'un jour elle lui a parlé de Dragon Ball. Il décide donc d'aller chercher la Dragon Ball à 4 étoiles de Goku restée dans la maison de Goku au mont Paozu. Sur le chemin, il croise de nouveau la bande de Puck, qui se moque de lui en lui disant qu'au mont Paozu, il y a un monstre sanguinaire et qui va sans doute se faire bouffer, mais Goku est déter donc continue sa route. Mais les Dragon Ball, ils sont pas censés avoir disparu de la Terre? Si, tout à fait. Oh, mais je viens de comprendre pourquoi ils ont fait l'impasse sur le résumé des événements de l'arc Dragon Maléfique, parce que s'ils l'avaient fait, ça aurait rendu de fait incohérent tous les éléments de cet épisode spécial, en fait. Peut-être qu'ils se sont dit, eh viens, on n'en parle pas, comme ça les gens vont pas faire attention, ils vont oublier. Peut-être. Puis même si les Dragon Ball existent toujours, comment ça se fait qu'ils ont pas ressuscité les parents de Goku Junior? Ça n'a aucun putain de sens. Moment correction, encore une fois, ça a été diffusé avant, ce qui est encore plus débile quand tu réfléchis bien. Oui, Goku est pris en stop par un routier dégueulasse qui le laisse en plan pour lui voler ses provisions. Puis il tombe sur Puck à la station-service qui était parti à sa poursuite pour l'accompagner dans son voyage. Les deux gamins commencent à sympathiser au coin du feu quand soudain ils sont attaqués par des loups. Puck se défend tandis que Goku fuit et se retrouve acculé contre un arbre. Mais au dernier moment, sous la panique, il bondit d'une dizaine de mètres en haut de l'arbre et son pote Puck est sauvé par une jeune femme qui dégomme les loups à coups de fusil. Elle reçoit les deux gamins chez elle pour la nuit et on découvre qu'il s'agit en réalité de Mamba la sorcière, qui veut en réalité les dévorer avec ses potes monstres. Les deux gamins tentent de lui échapper, mais elle se saisit de Goku. Au dernier moment, il s'énerve et l'envoie valser à coups de ki, tandis que Puck le libère et qu'ils prennent la fuite. Oh là là, je me demande vraiment quel pouvoir étrange émane de Goku. Puis ils doivent traverser un pont de cordes. Ah, je suis sûr que ça va bien se passer. Ça se passe pas bien du tout. Non. Évidemment, le pont se pète la gueule, Puck tombe dans le vide en essayant d'aider Goku Junior et est supposé mort. Goku est à présent seul dans sa quête et c'est triste. Puis il tombe nez à nez avec un des potes monstres de Mamba qui s'apprête à dévorer un ourson. Goku commence par s'enfuir mais en a marre d'être un lâche. Du coup il tente de combattre le monstre qui essaye de le bouffer. Puis il se met en colère et l'envoie valser mystérieusement. Mystérieusement. Peu après, ils retrouvent la maman de l'ourson et poursuivent leur chemin tous les trois quand soudain ils tombent sur Mamba et ses potes qui les poursuivent de nouveau. Dans leur fuite, ils tombent sur le monstre Yomao, seigneur du mont Paozu, qui semble être un gros cochon métamorphe. Ça vous rappelle rien? Il essaye de buter Goku, mais Maman Ours décide de l'affronter et au moment où elle est sur le point de se faire tuer, Goku Junior se change en Super Saiyan. Oh alors? Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Il défonce le méchant et parvient à trouver la Dragon Ball. Il implore la Dragon Ball de sauver Puck et Pan, et là, le Goku original apparaît et lui dit « T'es con ou quoi? Wesh, faut laisser Dragon Ball pour exaucer les vœux. » Et il lui donne un petit discours sur le courage et le fait de croire en soi, et c'est là que Pan et Puck débarquent. Et quand Goku Junior se retourne, Goku a disparu. Fin. Comment il a survécu, Puck? J'ai dit fin. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cet épisode spécial? Déjà, je le redis, les événements de ce film n'ont aucun sens avec les événements de la série. Et finalement, on est plus intéressé, plus intrigué, parce que le film ne nous dit pas, que par ce qu'il nous raconte. Et sortir le Super Saiyan comme ça gratos après des générations alors que les derniers Pure Saiyan sont morts depuis un bail, c'est chelou aussi, mais passons. Si on met de côté que ça n'a aucun sens avec la mythologie et la continuité de la série, l'épisode est regardable. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon peureux qui doit trouver son courage. C'est un petit récit d'aventure pour enfants qui tient plus du conte que de l'esprit shonen neketsuesque. Ça traite plutôt bien ses personnages et son sujet, l'apparition de Goku est plutôt touchante, mais ça paraît terriblement vain. Ça n'ajoute rien de bien concret à la mythologie Dragon Ball. Ça nous dit juste que l'aventure ne sera jamais finie, mais c'est déjà ce qu'on comprenait parfaitement dans l'épilogue du dernier épisode. Alors tout ça pourquoi? Allez, à la limite, on aurait pu se dire que le fait que la leçon finale de Goku à Goku Junior, c'est de toujours compter sur son courage plutôt que sur les Dragon Ball, fait écho à la leçon que les Terriens ont reçue vis-à-vis de la surexploitation des Dragon Ball dans l'arc des Dragons Maléfiques. Mais vu que c'est sorti avant, bah en fait ça a encore moins de sens. Tout ce qu'on vient de nous raconter est complètement débile. Parce que en fait, la scène de l'épilogue de l'épisode final de Dragon Ball GT est en fait une suite de ce truc-là qui est sorti avant. Donc en termes de continuité, c'est tout dans le désordre, ça n'a aucun putain de sens. Voilà, ce film c'est un peu n'importe quoi.
Bref, à l'image de bon nombre d'épisodes de Dragon Ball GT, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune espèce de continuité. Ce film, cet épisode spécial, ne semble avoir aucune véritable raison valable d'exister, si ce n'est de faire de l'exploitation de licence et du fanservice un peu facile et un peu nul. Cet épisode spécial est OSEF sur 20, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, mais je me demande bien pourquoi en fait. Oui. Voilà, je pense que maintenant on peut dire que j'ai réellement tout fait de Dragon Ball GT. Voilà, donc le 100 ans après, c'était ça ce que j'en pense. Comme tu as pu le voir, c'est pas une vidéo bien longue, ni bien analytique, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire sur ce truc, à part faire 2-3 vannes et se foutre un peu de la gueule du bordel. Voilà, tu le voulais, tu l'as eu! Salutations tête de nage, je suis le chef et comme tu le sais sans doute, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis lancé dans un rematage de tous les épisodes de Dragon Ball GT. J'ai d'ailleurs fait une série de vidéos dans lesquelles j'analyse et je donne mon avis sur les différents arcs. Tu peux retrouver ces vidéos dans la playlist qui est par ici. En haut, dans les fiches. Oui. Et le but de cette rétrospective et de cette série de vidéos au-delà de la YouTube Money, bien entendu, c'était de pouvoir me remémorer Dragon Ball GT afin de pouvoir répondre à la question qui me hante depuis tant d'années et que tous les fans de Dragon Ball se posent. Est-ce que finalement GT, c'était pas mieux que Super ? Bon, en vrai, pour faire la comparaison et être complètement fair-play, il aurait fallu que je fasse aussi une rétrospective des arcs de Dragon Ball Super en me rematant tous les épisodes et en faisant le même procédé. Mais bon, un peu la flemme, et puis la série est relativement récente encore dans tous les esprits, en comparaison à Dragon Ball GT qui a quand même été diffusé il y a plus de 20 ans, presque 30. Et pour départager les deux séries, j'ai décidé que j'allais les confronter dans un match. J'ai choisi une dizaine de critères qui seront autant de manches dans lesquelles les deux séries animées vont s'affronter. La série animée qui remportera le plus de manches à la fin du match remportera la partie et sera déclarée vainqueur. Ouais, je me suis dit que ce serait plus fun comme ça. Allez, c'est parti. Hop, mais avant, on va acheter le tome 1 de mon manga Arena chez Vega Dupuis, disponible dans toutes les bonnes librairies, et évidemment aussi commandable en ligne sur Amazon, Cultura, Fnac, tout ça, le lien est dans la description, que la passion te guide, oui. Rune 1, plot de base. Alors, qu'est-ce que j'entends par plot de base? Eh bien, tout simplement l'idée, le prétexte que la série a trouvé, que les séries auront trouvé pour relancer l'histoire. C'est-à-dire l'idée de départ qui justifie l'existence de la série. Pour Dragon Ball GT, c'est ceci. Goku se fait rajeunir par des Dragon Ball secrètes défectueuses utilisées par son ancien ennemi Pilaf, qui s'éparpille aux quatre coins de l'univers, et il a 1 an pour les rassembler, sinon la Terre va exploser. Pour cela, il part avec Trunks et sa petite fille Pan à travers la galaxie. Pour Dragon Ball Super, c'est ceci. Après le combat contre Buu, la Terre connaît une période de paix. Cependant, le dieu de la destruction, Beerus, vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans avec l'intention d'affronter le Super Saiyan divin, le guerrier légendaire dont parle une ancienne prophétie exprimée par le poisson Oracle. Beerus va faire la bagarre avec Goku, blablabla, tu connais la suite. Alors pour le coup, je trouve que c'est très difficile de départager les deux séries, parce qu'en fait, Dragon Ball GT, de par son plot de base, son idée de base, sa prémisse, nous indique très clairement une volonté de retourner aux sources de ce qu'était le Dragon Ball des origines, c'est-à-dire de l'aventure et de l'humour, tandis que le plot de base de Dragon Ball Super annonce une vibe plus DBZesque, c'est-à-dire des combats dantesques et de la transformation. En fait, le plot de base que tu vas préférer, ça va dépendre un peu de ce que t'aimes le plus, de quel aspect tu aimes le plus dans l'univers Dragon Ball. Si t'aimes plus la baston, tu vas être plus attiré par le plot de DBS, et si t'aimes plus l'aventure et l'humour, tu seras plus attiré par Dragon Ball GT. Moi, j'aime autant ces deux aspects de Dragon Ball l'un que l'autre. Donc pour le coup, on va pas se prendre la tête, je vais leur donner un petit ex-aequo pour commencer. Oui. Rune 2, la temporalité. Je pense qu'il est intéressant d'aborder la différence de temporalité entre les deux séries, c'est-à-dire à quelle époque elles se déroulent. Dans l'absolu, si l'on fait fi de nombreuses incohérences, les événements de DBS se déroulent avant ceux de DBGT, mais on le sait aujourd'hui que DBS a officiellement décanonisé Dragon Ball GT, et a en plus l'immense avantage d'avoir été directement développé avec Akira Toriyama, ce qui n'est pas le cas de DBGT.
Ceci étant dit, Dragon Ball Super a aussi un énorme boulet à traîner question temporalité. Vu qu'ils ont choisi de concentrer tous les événements de la série entre la victoire face à Buu et l'épilogue du manga, donc la série ne peut pas se permettre trop de folie, parce qu'elle se doit de maintenir un semblant de cohérence à ce niveau. Et entre nous, absolument personne n'a demandé à voir ce que les personnages ont vécu durant l'ellipse de 10 ans. Le manga et l'anime étaient très clairs là-dessus d'ailleurs. Il y a eu 10 ans de paix, point. Du coup, Dragon Ball Super fait un peu mentir la fin du manga. T'imagines, le speed-off, la suite, l'animé décanoniserait la fin du manga. Ça n'aurait aucun sens. Mais ces bâtards, ils en seraient capables, hein. Faut toujours se méfier. DBGT n'a beau ne pas être canon, tout ce qui s'y passe n'abîme en rien la continuité de l'œuvre de base et n'est pas limité par une quelconque échéance temporelle. Et on pense ce qu'on veut de DBGT, au moins la série a essayé de répondre aux questions qu'on avait à la fin de Dragon Ball Z. Si l'objectif de départ de Dragon Ball GT était de revenir aux sources de Dragon Ball avec de l'aventure et de l'humour, la série était paradoxalement beaucoup plus tournée vers le futur de l'univers Dragon Ball, alors que Dragon Ball Super se retrouve déchiré entre proposer de la nouveauté et refuser de réellement avancer. Donc pour ce round, je vais mettre DBGT devant, parce que finalement la fin de DBS, on la connaît, bordel. En plus, on comprend pas trop, c'est une suite, c'est un préquel, c'est un spin-off, on sait pas ce que c'est en fait. Donc c'est chiant. Round 3, extension de l'univers et la mythologie. Intéressons-nous maintenant à ce que ces deux séries ont chacune apporté à l'univers Dragon Ball au global, c'est-à-dire à quel point ces deux séries ont-elles pu permettre d'élargir le lore et la mythologie de Dragon Ball. Dragon Ball GT, si on regarde bien, n'a pas apporté beaucoup de choses en termes de mythologie. On a eu les Dragon Ball noirs et l'idée du méchant Shenron et des dragons maléfiques, ainsi que le retour des Tsu-Ful, c'est-à-dire des idées qui s'appuient sur ce qu'il y avait déjà d'établi dans le lore original. Alors certes, on voit beaucoup de planètes différentes dans le premier arc de la série, mais c'est tout. On fait assez vite le tour, on a même le sentiment à la fin de la série que les personnages ont vu tout ce qu'il y avait à voir en fait. Dragon Ball Super en revanche a véritablement élargi les horizons de l'univers et de la mythologie Dragon Ball. On a l'ajout de Beerus, Whis, les dieux de la destruction, les anges, Zeno, les 12 univers, les différentes timelines et bien évidemment les Dragon Ball Super, qui sont les véritables Dragon Ball originales. Malheureusement, la série n'exploite que trop peu toute cette mythologie, mais elle a au moins le mérite d'exister et de laisser la possibilité d'entrevoir d'autres choses dans le futur et de se dire que finalement, on est loin d'avoir tout vu de cet univers. Donc, pour le coup, le point ira à Dragon Ball Super. Round 4, prise de risque. Bon là, c'est un critère un peu difficile à jauger parce que dans les deux séries, les prises de risque ont été rarement concluantes. Je pense que Dragon Ball GT a pris plus de risques en tentant dans son premier arc de revenir aux racines de Dragon Ball, en faisant passer le combat et les transformations au second plan. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, c'était vraiment foiré. Et d'un autre côté, Dragon Ball Super n'en a jamais vraiment trop pris de risques, et c'est dans sa grande majorité contenté de coller à une version Wish de ce qu'était Dragon Ball Z. C'était bagarre et transformation, sans jamais être vraiment incroyable non plus. Bon, si la seule prise de risque que je vois dans Dragon Ball Super, c'était peut-être le tournoi entre les univers 6 et 7, qui avait une petite vibe Tenkaichi Budokai à l'ancienne, mais sinon on sortait pas trop des clous. Du coup la question c'est, est-ce qu'une prise de risque ratée a plus de crédit qu'un choix safe mais médiocre? Je pense que oui, et que ça doit mettre au crédit de Dragon Ball GT, qui a certes raté, mais qui au moins a le mérite d'avoir essayé. Round 5, les concepts et les idées. Quand je dis concept, il faut comprendre les idées fortes, les concepts, la direction dans lesquelles les séries vont. Et à bien y regarder, c'est un peu lié aussi à ce que ça a apporté dans la mythologie. D'ailleurs, même ce point des concepts peut être décomposé en plusieurs petits points. On va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns. Prenons les transformations. Dragon Ball GT nous en présente concrètement qu'une seule nouvelle, le Super Saiyan 4. Et franchement, le concept d'exploiter un gros pan de la mythologie Saiyan qui a été totalement oublié dans l'œuvre de base, l'Ozaru, est génial. Et j'en ai déjà parlé plus en détail ailleurs, mais ce que la forme raconte est vraiment chouette aussi. Et la scène de transformation de Goku est une masterclass. Ça reste une des formes de Goku les plus appréciées encore 20 ans après. Bon, je sais, vous voulez certainement que j'aborde le débat incroyable entre le SSJ Blue et le SSJ 4, qui c'est le meilleur. Bon, en termes de puissance, j'en sais rien et je m'en bats les couilles, mais par contre, en termes d'idées, là, on peut discuter. Pas évident de trancher. Beaucoup reprochent aussi au SSJ Blue sa sobriété, en mode « ouais, il a juste changé la couleur, il s'est pas fait chier ».
Je trouve que le retour à la sobriété est une bonne chose. Frérot, le SCJ4 a la classe, mais regarde comment son design est complexe. Le souci du manga de base, c'est que plus on avance, plus les designs des Super Saiyans deviennent too much et tournent presque au grotesque. Théma à la tronche du SCJ3, pourquoi tu crois qu'on a si peu vu cette forme depuis ? Suffit de regarder les fanarts Dragon Ball GT qu'il y avait à l'époque sur le net. Tape SCJ5 ou SCJ10 sur Google et ose me dire que les designs ne sont pas grotesques. Non, franchement, changement de couleur, c'est simple et efficace. Même l'Ultra Instinct, l'idée derrière et le look simple fonctionnent de ouf. Ceci étant dit, le problème de Dragon Ball Super, c'est la surabondance de nouvelles formes. Parce que si tu pars sur la sobriété sur 3 ou 4 formes, ok, mais si tu en balances 15, ça redevient grotesque. Et le plus gros problème des transformations dans DBS, c'est que la plupart ne racontent rien, et surtout, elles ne sont pas impactantes. À part la première apparition de l'Ultra Instinct, le reste est un peu osef quand même. J'aime l'idée du SCJ4 et je comprends parfaitement l'intention graphique derrière le SCJ Blue. Malgré ça, je vais quand même donner le point à DBGT. Un autre truc à prendre en compte lorsqu'on parle de concept, c'est les idées de scénario. Par exemple, le tournoi des pouvoirs dans Dragon Ball Super était une putain d'idée. On sortait des tournois classiques pour faire une giga battle royale avec, semblait-il à l'époque, un véritable enjeu. Il y a eu aussi le délire des timelines parallèles et des anneaux du temps, qui même si assez confus, étaient plutôt bien vus. Mais à côté de ça, la série s'est contentée le reste du temps de faire revenir des anciens ennemis. De son côté, la seule véritable trouvaille dans Dragon Ball GT a été l'arc des dragons maléfiques. L'arc en lui-même est pas ouf, mais l'idée est géniale. Faire des Dragon Ball les ennemis finales, je pense sincèrement que c'est la meilleure idée que quelqu'un n'ait jamais eue autour de Dragon Ball. Imagine que ça aurait été bien fait, ça aurait pu être incroyablement incroyable. Hélas, c'était à chier, et attention, l'exécution des idées dans Dragon Ball Super était également à chier. Mais je crois que j'en veux plus à DBGT d'avoir gâché la meilleure idée de l'univers qu'à DBS de ne pas avoir su exploiter de très bons concepts. Donc étonnamment, je vais encore donner le point à DBS, ce qui fait que cette manche est au total un match nul. Round 6, les méchants. Qui dit Dragon Ball dit méchant emblématique, et laquelle des deux séries nous présente les antagonistes les plus stylax? C'est ce qu'on va voir. Dragon Ball GT nous présente finalement pas énormément de méchants, et quand je dis méchants, je parle des final boss. J'aime beaucoup Baby Vegeta, le chara-design est chambé, sa personnalité est cool, le concept du personnage qui est un genre de boue inversé est cool, je pense qu'il peut s'asseoir à la table de Cell, Freezer et Majin Buu et même de Piccolo Damao sans problème. Super C17 avait du flow mais aucune substance, il ne fait jamais vraiment peur, et quant à Lee Shenron, son design défonce. Il est full monolithique mais il a quand même une certaine aura maléfique de boss final. De son côté, DBS a proposé énormément d'antagonistes plus ou moins secondaires, genre Hit, il est stylé mais est-ce vraiment un ennemi? De même pour Beerus, même Jiren n'est pas vraiment un méchant mais plus un adversaire. À bien y réfléchir, je ne vois que deux véritables méchants dans la série DBS. Frieza, qui reste plus ou moins fidèle à lui-même, et bien évidemment Zamasu, qui est selon moi la meilleure idée de tout DBS, et c'est l'une des rares fois où le traitement de l'anime a été supérieur au manga. On a eu un méchant avec un véritable objectif, une vraie ambiguïté morale, une vraie personnalité. Zamasu était un dieu tellement frustré de ne pas pouvoir faire le bien qu'il en est devenu fou au point de faire le mal. Et c'est aussi, il me semble, le seul méchant qui a gagné à la fin. Oui, Zeno vient le buter, mais au final, il a quand même détruit l'univers de Trunks. Les héros ont été impuissants face à lui. Zamasu avait le potentiel de devenir le meilleur méchant de tout Dragon Ball. Hélas, servi par un scénario pas ouf, il se contentera seulement d'être le plus intéressant. Et si je mets le meilleur méchant de DBGT, Baby Vegeta, face au meilleur méchant de DBS, Zamasu, en vrai je choisis Zamasu. Le point du méchant va donc à DBS. Ceci dit, il est important de le préciser, selon moi, les deux séries sous-exploitent grandement leurs méchants. Oui. Round 7, les combats. Qui dit Dragon Ball dit bien évidemment combat, et je suis sûr que la plupart d'entre vous s'attendaient à ce point et pensaient que ça allait être le point le plus costaud à traiter. Et en réalité ça va aller assez vite, la question va être assez vite répondue. Il n'y a qu'un seul combat marquant dans Dragon Ball GT, Goku SCJ4 versus Baby Vegeta en Oozaru. Bon allez, je suis bonne poire, on va compter Gogeta Super Saiyan 4 versus Lee Shenron. Mais sinon niveau combat dans DBGT, on s'emmerde. Pourtant, la série a eu des occasions de faire des dingueries. Le combat Gohan contre Baby Goten aurait pu et aurait dû nous traumatiser, mais non, un Kamehameha et c'était fini. Et je ne vais pas revenir sur le combat Super C17 contre Goku CCJ4, parce que là je vais dire trop de gros mots.
En revanche, dans Dragon Ball Super, comme 90% du scénario c'est de la bagarre, il y a forcément plus de combats à chier, mais aussi plus de combats sympas. Je ne vais pas trop détailler ici parce que ça va être lié au round suivant, mais le combat Goku-Jiren, même s'il ne raconte rien de foufou, enterre tous les fights de DBGT. Du coup, point à DBS. Round 8, l'animation. Bon, je sais ce que tu te dis, il y a 20 ans qu'il s'est parlé de séries, donc ce point ne serait a priori pas très fair-play. Déjà, pas forcément, il y a des combats de DBZ qui datent de 30 piges qui sont super bien animés, il n'y a aucun problème. Et en plus, bien évidemment, que je vais prendre cette différence d'âge en compte dans mon appréciation. Oui. Tu seras peut-être surpris, mais je trouve que pour une 60aine d'épisodes et en prenant compte de l'époque, l'animation globale de DBGT est peut-être meilleure que celle de DBS. Et a en bonus ce charme old school, et old school, y a pas plus cool. Les chara-design étaient encore très proches de ceux de DBZ, c'était anguleux, vif, nerveux, je kiffe. Alors oui, il y a des épisodes honteux par moment. Le vrai souci de Dragon Ball GT, c'est que je n'ai pas souvenir d'une seule séquence incroyable, au mieux de sa forme, c'était quand même moyen. Dragon Ball Super, avec 2 fois plus d'épisodes et un gap technologique de 20 ans, a une animation globalement pas dingue. On se souvient du très très bas, mais l'animation de Dragon Ball Super a eu plusieurs moments très très hauts. Goku versus Zamasu et Black, Végéto contre God Zamasu, Jiren versus Goku Ultra Instinct, Jiren contre Frieza, Goku et C17, le combat C17, Goku et CJ Blue sorti de nulle part, le putain de Kamehameha de Goku face à Caulifla, etc. etc. On a quand même eu pas mal de dingueries en termes de séquences d'animation dans DBS, voilà, en vrai, c'était plutôt chouette. Bon, après, il y a le chara-design qui est beaucoup plus cartoonesque, plus rond, moins nerveux, un peu moins badass, et on a eu aussi des trucs incompréhensibles, comme le nouveau design de Mirai Trunks, qui est passé de jeune BG solide qui fait de la muscu à un espèce d'anorexique aux cheveux bleus. Qu'est-ce qui s'est passé là par exemple? Mais malgré ça, je dirais que globalement dans la moyenne, l'animation de DBGT est un peu meilleure, mais elle ne brille jamais vraiment, alors que DBS, généralement c'est moyen, ça a parfois été nul à chier, mais les highlights étaient quand même incroyables. Donc je vais donner le point animation à DBS. Les musiques. Bon déjà, qu'on soit clair, l'opening de Dragon Ball GT Dan Dan enterre absolument toutes les musiques et tous les openings de DBS. Mais il faut aussi admettre que c'est la seule musique marquante et qu'elle est bombardée à mort dans la série. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai réécouté les OST pour cette vidéo et franchement elles sont grave cool sa mère. Mais on ne s'en souvient pas plus que ça. Ou alors c'est que moi. De son côté, Dragon Ball Super a quand même plusieurs OST sympatoches. Les openings et endings, sans être mémorables, ne sont pas dégueux. La chanson d'Ultra Instinct est grave stylée et il y a plusieurs thèmes marquants, comme le thème de Black Goku par exemple. Je suis partagé finalement, les deux séries ont des OST plutôt cool, mais elles restent beaucoup moins cultes et magistrales que les OST de la série d'origine Dragon Ball Z. Donc là, on va être magnanime, on va dire ex aequo sur le point musical. Oui. Le fanservice. Or déjà, il faut distinguer le bon fanservice du mauvais fanservice. Le mauvais fanservice, il arrive, il voit un fan, bon bah il lui donne ce qu'il attend. Alors que le bon fanservice, il voit un fan qui arrive, il lui donne ce qu'il attend, mais c'est du bon fanservice. Ça n'a rien à voir. Bon, plus sérieusement, je pense que niveau qualité de fanservice, les deux séries sont décevantes. Mais là où DBGT se contentait de petits caméos et autres easter eggs dissimulés par-ci par-là, Dragon Ball Super était beaucoup plus franc du collier sur la question. Ils ont fait revenir Frieza, ils ont fait revenir Mirai Trunks, ils ont fait revenir Végéto, ils nous ont ressorti Mystic Gohan, ils ont même fait des trucs que personne n'avait demandé en faisant revenir le commandant Ginou, C17, OP comme jamais, d'où ça sortait, et le mindfuck total de Calais en Broly féminin. Sans déconner, c'était quoi ce délire? On a eu le droit à 2 vrais tournois d'un nouveau genre, et bien évidemment, il y a toutes les transformations. Je pense que la plupart du temps, le fanservice de DBS passait quand même un petit peu à côté. Ça a proposé parfois de très bonnes idées, malheureusement c'était à chaque fois assez mal exploité, à part de rares occasions où ça faisait mouche. Oui. Dragon Ball GT à ce niveau s'était vraiment contenté du minimum, à part le retour des Ozaru et la fusion SCJ4, ils n'ont rien proposé de fou, et ont même fait des choix horribles concernant certains personnages. Genre Oob il a été complètement souillé, et c'est quoi cette mort de merde de Piccolo putain?
Et c'est là que je suis sur une position un peu paradoxale, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo de conclusion, dans ma conclusion sur DBGT, DBGT semble être une série qui semblait avoir plus à cœur de faire plaisir aux fans de Dragon Ball et de Dragon Ball Z en général. Mais malgré ça, ils n'ont pas beaucoup usé de fanservice. Contrairement à DBS qui ont été super généreux à ce niveau-là, mais qui ont balancé plein d'idées sans jamais vraiment essayer de construire autour. C'était un petit peu, vas-y, on balance 15 idées à la seconde, sans chercher à savoir si ça allait plaire ou quoi que ce soit. C'était un peu en mode, tiens, on te balance ça à la gueule, bouffe ça et kiffe. Du coup, le fanservice de DBS était certes très généreux, mais semble quand même un petit peu cynique au final. Mais malgré ça, je vais devoir quand même filer le point fanservice à Dragon Ball Super. L'évolution de Goku. Bon, je traite ce point en dernier parce que selon moi, c'est le plus important. J'aurais même pu appeler ce point finalement le scénario. Qui a le meilleur scénario, qui a le meilleur développement tout court en réalité. Mais le problème, c'est qu'on va pas se voiler la face, c'est que les deux séries en réalité niveau scénario sont absolument éclatées au sol. Ça vole jamais très très haut, par contre quand ça va bas, ça va putain de bas. Mais il y a un point que je trouve primordial, que je trouve hyper important et hyper pertinent d'en parler, c'est un point que je vais déjà traiter plus en profondeur dans une longue vidéo d'un épisode de Dragon Ball OG intitulé La déchéance de Goku. C'est comme tu l'auras compris, l'évolution du personnage de Goku dans les deux séries. C'est je crois la première fois que je vois un personnage régresser à ce point en termes de caractère. Le Goku de DBS est tellement neuneux et débile qu'il semble encore plus con que lorsqu'il était gamin. Il n'est jamais sage, jamais vraiment badass, le perso a 40 piges, il est grand-père et il se trimballe encore un syndrome de Peter Pan malaisant au possible. Alors que dans DBZ, Goku c'était The Man. Le gars arrivait à être naïf et rigolo tout en étant sage et badass. Les autres persos attendaient toujours Goku pas seulement parce qu'il allait foutre une branle aux méchants, mais aussi parce qu'il remontait le moral des troupes et donnait la ligne directrice à mener. Goku était un putain de leader et un putain de modèle. Dans Dragon Ball GT, ils ont fait régresser Goku physiquement en le ramenant en enfance, et dans le premier arc, il est juste un gamin débile qui fuit les responsabilités et fait le con. Mais nous avons eu l'arc Baby Vegeta, dans lequel le personnage se rend compte que sa nonchalance et ses gamineries ont mené la Terre et les siens à leur perte. Tout est expliqué dans la scène où il se transforme en SCJ4 pour la première fois. Il se souvient de sa famille, de qui il est et de quel est son rôle. Bim, il se transforme en SCJ4 et a son corps d'adulte prêt à assumer ses responsabilités et sauver le monde. Et faut aussi qu'on évoque la fin de DBGT, qui est vraiment magnifique. Goku assume ses responsabilités dans la surutilisation des Dragon Ball et part avec Shenron on ne sait où pour les purifier. Il fait un dernier adieu à sa famille et ses amis, dignement, sobrement. Globalement, l'écriture de Goku n'est pas incroyable, ils auraient largement pu pousser le truc plus loin, mais au moins ils ont essayé de faire avancer le personnage. Le Goku de Dragon Ball GT a gagné en sagesse et en maturité au cours du récit. Le Goku de Dragon Ball Super a juste gagné des couleurs de cheveux. Donc ce point final ira indiscutablement à Dragon Ball GT. Oui, mort, si blessé. Et oui, je sais sans aucun doute que beaucoup d'entre vous s'attendaient à voir gagner des BGT. Et en fait, moi le premier en fait. Mais en prenant un peu de recul, en mettant de côté ma rancœur vis-à-vis de Dragon Ball Super, bah il faut admettre que Dragon Ball Super, finalement, c'est légèrement mieux que Dragon Ball GT. Et 8-6, en vrai, c'est un score plutôt serré, hein. Y a pas à rougir. Je pense que la plupart des gens sont devenus plus bienveillants à l'égard de Dragon Ball GT parce que la série a plus de 20 ans. La déception et la colère qu'on a pu avoir à l'époque a eu le temps de s'estomper. Alors que DBS, on est encore en plein dedans. Donc on l'a encore mauvaise. Si ça se trouve dans quelques années, on aura Dragon Ball Ultra et on se dira que finalement DBS, c'était pas si mal. Pour conclure, en fait, le propos de cette vidéo n'est pas de déterminer quelle série était la meilleure, mais plutôt laquelle était la moins mauvaise. D'ailleurs, si vous voulez refaire le match dans les commentaires en reprenant chacun des critères et en détaillant vos choix, eh ben allez-y, je me ferai un plaisir de lire ça. En attendant, pouce bleu, abonnement, et à bientôt. Dragon Ball c'est la vie, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?